sommes là pour aborder une thématique très complexe qui a été définie depuis à peu près une quarantaine d'années et qui reste toujours à l'ordre du jour au cœur de préoccupations de l'ensemble des grands de ce monde aujourd'hui. Donc le thème que je vais développer, comme vous le voyez sur la diapo, réalité et perspectives de développement durable à l'aube du 5e rapport du GIEC. Le GIEC, c'est tout simplement un organe de l'ONU qui s'occupe du décryptage de tout ce qui se fait au niveau du climat pour répondre aux attentes des décideurs, pour prendre des décisions pour sauver notre planète. Voilà. Donc le 5e rapport vient de sortir et à partir de là, les résultats sont là et puis la pilule est amère et on ne peut pas continuer à vivre ainsi, ce que je vais essayer de développer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais évidemment remercier tous ceux qui ont contribué pour que je sois là et que je puisse un peu partager ce que j'ai travaillé depuis très très longtemps et particulièrement mes amis qui sont là, comme vous constatez, sont tous un peu fatigués, donc ils ont tout le respect que je leur dois. Je ne vais pas les citer tous de leur nom, c'est Ahmed en passant par Cécile, Roger, c'est Brahim, c'est Kbir, Mohamed et puis Madame, et voilà, et tout ce que je ne connais pas qui trouve ici l'expression de mon profond respect. En fait, moi, je suis Zian, je suis tout simplement mécanicien forgeron de souche et de couche, jadis passionné par les grandes innovations et les grandes réalisations technologiques, et depuis une vingtaine d'années, quasiment, je dirais, anesthésié par ce qui se passe au niveau de notre écosystème. Et nous sommes responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Donc, cette courbe que vous voyez ici est très célèbre, elle est à l'origine de mon intérêt pour ce sujet, le réchauffement climatique. Mais étant quasiment, je dirais, omis dans le domaine depuis 20 ans, et depuis j'ai énormément appris et j'essaye évidemment de construire et de donner et de partager ce que j'ai appris. C'est mon travail, c'est ce que je sais faire. Moi je suis professeur. Malheureusement j'ai essayé de passer ce message depuis très très longtemps et je ne suis pas arrivé, comme l'a dit le célèbre Ador dans son discours, et ça c'est une évidence vu un peu l'incohérence qui règne dans les établissements universitaires et dans notre société d'une façon générale. Mais cela ne me décourage pas, je vais encore continuer à faire passer ce message. Cette courbe, je vais y revenir, ça s'appelle Killing Curve, c'est la courbe qui était à l'origine du programme élaboré par le célèbre Roger Rivel, qui était à l'origine de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, qui a imaginé tout le scénario à l'avance, ça fait 50 ans. Je vais revenir par la suite, évidemment. Pourquoi ? Évidemment, on en parle beaucoup. C'est parce qu'il s'agit de notre planète, notre écosystème. Notre écosystème, c'est nous. Cette image est la toute première image que l'être humain n'a jamais vue auparavant. Elle a été prise de l'espace par l'équipe des astronautes d'Apollo 8 lors de la mission lunaire en passant du côté obscur de la Lune. C'est une image qui est à l'origine de changements spectaculaires depuis. Et 10 mois plus tard, on a vu naître la célèbre organisation, association Greenpeace, que vous connaissez, qui fait énormément à l'échelle planétaire pour l'environnement, le climat et aujourd'hui le développement durable. Cette fine couche mince d'atmosphère maintient la température terrestre dans des limites raisonnables, mais visiblement saturée de pollution. Et nous en sommes responsables, vous et moi, évidemment, tout le monde. La seconde, c'est la première et la dernière photo totalement illuminée de notre planète qui a été prise durant la mission Apollo 17, la toute dernière de la mission lunaire. Elle a été prise par le vaisseau en ayant le soleil au dos. L'unique qui existe et la photo la plus reproduite depuis l'existence de notre photo. La troisième est vraiment inédite. Ça, c'est notre planète qui tourne dans l'espace. Elle a été prise lors d'une mission de la sonde Galileo en partance pour explorer la galaxie. Et en s'arrachant à l'attraction terrestre, il a braqué ses caméras sur notre planète et il a pris une série de clichés sur 24 heures compressés ici sur 24 secondes. C'est notre Terre qui tourne de l'espace. Il y en a certains qui vont dire
Suzanne, il nous raconte n'importe quoi. C'est notre planète qui tourne, il a été prise de l'espace et il est véridique et authentique. Vous allez vous poser question, pourquoi je commence avec ça, évidemment. Mais vous allez voir, il s'agit de notre planète qui est évidemment en danger. Pourquoi on en parle autant? Tout simplement parce que notre planète est malade. Elle est malade, elle a de la fièvre. 5 consultations, ce sont les 5 rapports du GIEC. Le premier en 90, le second en 84, le troisième 2001, le 2007, et puis le dernier qui vient de sortir, le troisième volet, le 14 avril. Le tout dernier, ça veut dire que notre planète, malgré les prescriptions, malgré tout ce qu'on a fait, les thérapies, elle continue à chauffer. Et ça chauffe, et ça chauffe, et c'est très très dangereux pour notre écosystème. On fait partie de cet écosystème, malheureusement. Ce que je vais développer, c'est que nous sommes responsables. Évidemment, il y a des records. Tous les années, on a des records aujourd'hui. Un nouveau record de la température. Les 13 dernières années sont des records consécutifs sur les 15 dernières années depuis, évidemment, l'existence de thermomètres depuis 1850. Évidemment, le trou d'ozone. Et tout cela, ce sont les activités anthropiques qui sont à l'origine de ça. Évidemment, il y a la misère dans le monde. On parle beaucoup de la misère en Afrique, évidemment, elle est partout, mais en Afrique, elle est particulière, particulièrement dans le Sahel. Et je vais essayer de montrer dans des images, ce que j'ai appelé de Black Misery in the World, c'est la misère noire dans le monde, évidemment. Il n'y a pas que l'Afrique, mais évidemment, l'Union européenne est en crise. On a vu la faillite de Chypre, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, la France est en train de s'effondrer. Et puis, dernièrement, on a commencé à parler de l'Ukraine. Évidemment, l'Ukraine va changer certainement le visage de l'Europe et le rapport de force. Évidemment, il n'y a pas que les Européens, il y a nous les Arabes. On a parlé beaucoup de ce qu'on appelle le printemps arabe, que j'appelle aujourd'hui, moi, l'enfer arabe. C'était le printemps, on avait beaucoup d'espoir. Évidemment, ils sont tombés, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et puis on est là, on est à ce niveau-là. Le prochain, on n'en saura pas, et puis on en aura certainement d'autres. On est au 7e, au 8e. Et évidemment, tout ça est venu après l'intervention des États-Unis d'Amérique en Afghanistan d'abord, je dis en Irak et puis en Afghanistan. On n'a pas encore résolu le problème et tous les jours on entend des nouvelles. Hier, avant-hier, vous avez suivi un peu les informations, qu'est-ce qui se passe en Irak. Voilà. Donc tout cela passe évidemment par ce qu'on appelle le développement classique. Le développement classique est un développement qui est évidemment basé sur ce qu'on appelle la notion de croissance infinie. La croissance infinie n'existe pas sur la base de ce qu'on appelle les ressources infinies. Les ressources sont finies, ce qu'on va voir par la suite. Et cela a provoqué évidemment de grands désordres à l'échelle planétaire. D'abord, la fracture entre le nord et le sud, les riches et puis nous, et les autres les pauvres. Et puis, ça a tout simplement accéléré ce qu'on appelle l'impact sur l'environnement d'une façon jamais vue par le passé. Et cela nous met face à 4 défis humains et écologiques majeurs. Ces défis sont les suivants, évidemment. Je ne parle pas des dossiers, les dossiers sont nombreux. Il y a le climat, il y a l'énergie, c'est une grande problématique. Il y a la démographie, ils sont très nombreux. Il y a l'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau sur notre planète. Et puis il y a les océans, un peu, c'est notre radiateur de notre planète. Les forêts, c'est notre poumon. Et puis les transports. Aujourd'hui, les villes, la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Donc le transport est un outil de mobilité et il est inévitable. Et puis tout cela génère des pollutions, des déchets. Et puis des grandes mégalopoles avec des grands problèmes qu'on vit aujourd'hui. Et à l'origine, on connaît aujourd'hui un certain nombre de terminologies qu'on utilise un peu, je dirais, européen, le terrorisme, etc. Voilà. Donc, on a un monde qui est très instable et la paix dans le monde est menacée aujourd'hui. Donc, les 4 défis majeurs, le premier, c'est la croissance démographique. Il y a une véritable bombe démographique aujourd'hui. Il a fallu 10 000 générations, 250 000 ans pour atteindre 1 milliard en 1800. Aujourd'hui, nous sommes 7 milliards. En 1960, nous étions 3 milliards. Il a fallu 40 ans pour doubler. En 2000, nous étions 6 milliards. À ce rythme-là, on va être 9 milliards en 2050, et puis on va être un peu plus que 15 milliards en 2100, qui va nourrir toutes ces bouches-là. Donc, nourrir toute la planète. Nourrir toute la planète est le deuxième défi. La troisième, évidemment, l'eau. L'eau est au cœur de la vie. Évidemment, ce n'est pas suffisant. Il faut encore de la chaleur et de la terre pour pouvoir donner la vie. Et puis, le 4e grand défi, c'est qu'aujourd'hui, toute notre civilisation qu'on a connue aujourd'hui moderne a été bâtie sur l'utilisation des énergies fossiles. On sait très bien que dans 40 ans, il n'y aura plus de pétrole, dans 110 ans, il n'y aura plus de gaz, et dans 200 ans, il n'y aura plus de charbon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Cela
évidemment, nous amène à cette courbe-là. C'est une courbe, tous les graphiques que je vous montre ici, ce sont des graphiques qui sont homologués, qui sont tenus de référence mondiale, la plupart des grands travaux de grands chercheurs du GIEC, et puis, évidemment, au niveau de l'ONU. Cette courbe nous montre, voilà comment on a évolué jusque-là, et puis les prévisions les plus moyennes nous disent qu'on va être 9 milliards tout simplement, en 2050. 2050, c'est demain. C'est demain. À l'échelle géologique, 50 ans, c'est une poussière, tout simplement. 100 ans, à l'échelle géologique, c'est une seconde poussière. Donc, qu'est-ce qu'on va être dans 100 ans? Et dans 100 ans, je ne sais pas qu'est-ce qui se passera. Donc, nous sommes très, très nombreux. Et puis, tout ce qui se passe ne permet pas d'abord de nourrir, deuxièmement, de fournir de l'eau, et troisièmement, de permettre de nous développer. Et cela vous montre sur cette image-là, c'est une vraie image d'une place chinoise. Cette image, je la vois un peu partout au Maroc. Moi, je navigue un peu beaucoup. Je vois cette image à India, je la vois à Tarazout, je vois à Saidia, je la vois à Tétouan, je vois à Marbilia, je vois partout cette image. Il y a trop de pression. Il y a trop de pression sur notre planète. Notre planète, elle ne peut pas continuer à nous supporter parce que nous sommes un peu maladroits. Et on a fait beaucoup de mal à notre planète. Voilà. Donc, regardez ce chiffre-là. Dans les pays développés, toutes les minutes, il y a 2 naissances. Dans les pays comme nous et les autres, il y a 151 naissances toutes les 2 minutes. Ce qui fait, durant le siècle dernier, les pays développés n'ont pas du tout progressé au niveau de la population. Donc, ils sont restés aux alentours de 950 milliards. Seulement, les pays sous-développés, on est allé très très loin, comme vous le constatez ici. Voilà les pays avancés, et puis voilà nous. Voilà cette image, je l'ai prise moi-même à Marrakech, avec tout mes respects à cette date que je ne connais pas. Et cette image, je l'ai téléchargée de Internet. Voilà. Voilà, et ça continue. On fait beaucoup d'enfants, mais on ne s'en occupe pas beaucoup. Et puis évidemment, par la suite, il y a le retour de la flamme. Un jour ou l'autre, si ce n'est pas votre fils, ça sera mon fils qui va vous grincer. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, nous sommes très nombreux. Et le deuxième grand défi au niveau de ces populations, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2008, la moitié de la population mondiale vit dans les villes. Les villes, ce sont des structures et des infrastructures, et il faut qu'ils soient adaptés, évidemment, à accueillir un nombre très important. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, je le dis toujours, Casablanca, nous les Marocains, nous sommes fiers. On dit Casa, c'est une grande ville. Moi, je dis Casa, c'est un grand douar. Parce qu'une ville, c'est autre chose que ça. Dans une ville, il n'y a pas de bourrico, il n'y a pas de charrette, il n'y a pas d'âne, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien. Si vous voulez voir un âne à Stockholm, il faut payer 50 kronas, il faut aller au zoo. C'est comme ça. Donc, nous avons une ville, évidemment, Casablanca, mais c'est un grand douar. J'espère que les autorités vont faire quelque chose dans l'avenir. Et nous sommes directement concernés. Le deuxième grand défi, c'est, évidemment, il faut nourrir toutes les bouches. Voilà nous, où on se trouve dans notre beau pays. Voilà, je mets toujours un petit clignotant pour voir où on est. On est dans les zones où, vous voyez ici, d'ici 2050, on va diminuer de 20% notre production agricole. Et on va doubler de population. Donc voilà les politiques, il faut qu'ils fassent évidemment un peu attention à tout ça, mais malheureusement ce n'est pas du tout le cas. On est complètement ailleurs. Demain, on continue. Voilà, déjà, on oublie très vite, en 2008, il y a eu des émeutes qu'on a qualifiées les émeutes de la faim. Voilà ce que disait ce monsieur, c'est un nom très célèbre, c'est Dominique Strauss-Kahn, c'est l'ex-ministre des Finances de François Mitterrand et l'ex-directeur du FMI, malgré ses... Voilà, c'est un grand homme. Il disait tout simplement le 14 avril, vers une longue période d'émeutes de la faim. Et il y a eu une série d'émeutes, voilà, les prix ont été multipliés par 181, et nous, au Maroc, ça s'accélère très vite depuis 2 ans. Les prix ont augmenté quasiment de 150%, le carburant c'est pareil, et puis tous les impacts, tout le monde le sait. Donc tout ce qu'on dit ici, c'est nous, on le vit en permanence. Donc le troisième grand défi, c'est l'eau. Souvent, on dit qu'il y a beaucoup d'eau sur notre planète. Non, il n'y a pas beaucoup d'eau, 97% de l'eau sur notre planète est salée. Elle est dans les océans, il est inexploitable. Il faut la dessaler, il faut avoir les moyens, il faut avoir des usines, il faut avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas le cas. Donc il reste tout simplement 3%. Dans les 3% d'eau douce, 2% sont sous forme de glace dans les glaciers et dans les pôles Nord et l'Antarctique au pôle Sud. Donc il reste le 1%. Le 1%, il est souterrain. Voilà. Et le 1%, les 2 tiers ne sont pas exploitables directement. Et particulièrement, nous, le Maroc, nous sommes dans une zone dite semi-désertique.
il y a vraiment une crise aiguë d'eau dans quasiment toutes les parties du Maroc. Et c'est beaucoup accentué aujourd'hui avec le réchauffement climatique. Je vais en revenir. Pour vous donner un chiffre, il faut 400 litres environ pour être un pays développé comme l'Espagne, relativement, la France, il faut 400 litres par jour et par personne. Donc ce n'est pas du tout le cas. Dans notre pays, il faut trouver déjà l'eau pour voir. Voilà, la carte, toutes ces cartes, elles sont du PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement, donc ce sont des cartes homologuées. Nous, on se trouve toujours là, voilà. Nous sommes au niveau de ce qu'on appelle la disponibilité en eau. Aujourd'hui, juste en dessous de ce qu'on appelle le stress hydrique. C'est 1000 mètres cubes par personne et par an. La figure suivante nous montre l'évolution de ce qu'on appelle la pluviométrie dans notre pays depuis un siècle. Ce sont les Français qui, évidemment, ont commencé à faire ça. Donc, si vous regardez depuis, voilà la pluviométrie, qu'est-ce qui se passe depuis 1950, 60, 70? Les chutes vertigineuses. Les gens qui sont dans l'agriculture, ils le savent pertinemment. Ceux qui avaient creusé des puits, chaque année, il faut qu'ils en creusent davantage. Et en moyenne, c'est 2,5 à 3 mètres tous les ans. Le cas est beaucoup plus grave dans le sud du Maroc. Les gens qui sont ici, du Sousse, ils le savent pertinemment, il faut aller descendre à 200, 250 mètres pour trouver de l'eau. Et on continue encore à faire de la culture bio pour la vendre en Occident. Mais malheureusement, ils n'auront pas de l'eau à boire. Et puis, vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle un boun ou un jour, quelque chose comme ça. Certains d'entre vous n'étaient pas encore là dans les années 40. Les gens le savent, ceux qui ont 60 ans ou un peu plus, ils le savent bien. Il y avait 5 années de sécheresse aiguë, et puis les gens mangeaient les feuilles d'arbres, les racines, etc., etc. Donc, c'était là, vous voyez, il est là le pic. Aujourd'hui, nous sommes encore plus bas, plus bas. On ne le voit pas, pourquoi? Parce que la modélisation, le pays au Maroc, une des réalisations qu'on doit à Feu Hassan II, c'est les barrages. Et s'il n'y avait pas cette vision à l'époque, on serait vraiment dans une crise invraisemblable aujourd'hui au niveau de l'eau. Donc, le Maroc reste toujours un pays où il manque beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Et dans l'avenir, il en manquera un peu plus. Il y a évidemment, cette courbe nous montre, voilà, depuis 1965, un Marocain, il avait environ 2500 mètres cubes par personne et par an, 2 fois la norme qui est définie par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes là. Voyez, nous sommes au-dessous du stress hydrique. Et si je continue, en 2025, on va être dans la pénurie chronique et en 2050, on va être carrément dans la pénurie, on va être en guerre. Ça sera la source de guerre par la suite. Voilà, cette courbe, je les ai mis dans notre exposé, c'est pour évidemment toucher les Marocains, ça nous concerne. Ça nous concerne. Voilà toutes les grandes régions du Maroc, l'ont mobilisé et l'ont immobilisé. Il ne reste pas grand-chose, on a tout consommé, à part le riz. Le riz, c'est dans les montagnes, qui sont inexploitables. Voilà, qu'est-ce que vous voyez ici, c'est sous ce bassin, il ne reste pas grand-chose. On a tout pompé, et ceux qui sont de ces régions-là, ils sont un peu conscients. Malheureusement, on continue à exploiter au maximum. Pourquoi? Parce que c'est politique. On dit toujours, évidemment, les hommes politiques, il y a des gens qui sont bien de gauche comme de droite, mais ils évitent de parler de la question pour des raisons de marketing politique, tout simplement. On ne va pas attendre 20 ans pour devenir président ou élu. Ça va être tout de suite. Mais malheureusement, notre planète, elle ne raisonne pas comme ça. Et puis nos enfants, nos futurs enfants auront d'énormes problèmes pour subvenir à leurs besoins. Les 4 grands bassins au Maroc, regardez, le Saïs, le Haouz et puis le Sousse, voilà, ils sont tous en chute brutale. Tous les ans, ça descend de 2,5 à 3 mètres. À ce rythme-là, dans 50 ans, il n'y aura pas grand-chose. Donc ça, c'est notre beau pays. Cette courbe est une courbe très très célèbre qui a été écrite, évidemment, et publiée dans un article du grand météorologue et grand océanographe Martin Bellustan, professeur suisse. Et puis il faisait évidemment, ça a été élaboré à partir de modèles très sophistiqués. Aujourd'hui, on sait faire. Depuis les années 70, on a commencé à modéliser le climat. Le climat, c'est quelque chose de très très complexe. C'est une grosse machine thermodynamique, mais qui exige énormément de compétences. La mécanique, l'électronique, tout ça, c'est rien devant le climat. Moi, j'étais ignorant dans le domaine. Lorsque j'ai commencé à regarder, franchement, je découvrais tout, puis j'absorbais tout comme une éponge. C'est extraordinaire et c'est très très compliqué. Le système climatique, ce n'est pas la planète, c'est tout l'écosystème. Voilà, c'est les océans, c'est l'atmosphère, c'est les eaux,
c'est les océans, c'est les arbres, c'est la glace et nous. Et le soleil. Voilà, tout ça, il faut le modéliser, c'est très compliqué. Voilà, nous, on se trouve, voilà. On est là, en 2050, on sera là. Voilà. Sans réchauffement climatique, on aurait été ici, mais on sait que le réchauffement climatique aujourd'hui est sans équivoque. Je vais revenir avec les preuves qui ont été publiées dernièrement dans le 5e rapport. Le réchauffement climatique, il est là. Donc, nous, en 2050, on sera à 110 mètres cubes par personne et par an, alors qu'il faut 1000 mètres cubes. Voilà, et j'en passe. Le 4e grand défi, nous aussi à Casa, nous avons notre tramway. Il est beau, oui. Mais, évidemment, il est beau, mais dans Casablanca, il est moche. Voilà, pourquoi? Parce que Casablanca, c'est pas une grande métropole. Voilà, ça chevauche partout. Puis c'est bien, ça résout des problèmes, mais ça crée beaucoup de problèmes aussi. Ça a occupé énormément d'espace. Les gens qui sont à Casa, ils le savent bien. On ne peut plus maintenant descendre en ville. Pourquoi? Parce que le métro, le tram a occupé énormément d'espace. C'est une belle chose. Aujourd'hui, au niveau de notre planète, on sait pertinemment que les énergies fossiles ne vont pas être là dans 200 ans au maximum. 40 ans, pétrole, il n'y en aura plus, et puis le gaz, 70 ans, puis charbon un peu plus tard. Donc on a développé aujourd'hui une multitude de technologies qui existaient auparavant seulement, n'étaient pas rentables. Et les plus utilisées aujourd'hui, ce sont les énergies dites éoliennes et puis photovoltaïques. Et puis on a développé, évidemment, l'un des grands problèmes aujourd'hui de mobilité, c'est le véhicule. Le véhicule utilise énormément de pétrole, soit du gaz. Aujourd'hui, on utilise aussi du gaz. Et on utilise évidemment l'essence qui sont à l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le réchauffement climatique, global warming en anglais. Voilà. À partir de là, des voitures électriques circulent un peu partout dans le monde. Si vous allez par exemple à Berlin, tous les véhicules des communes, des institutions, des administrations sont des véhicules électriques. À Paris, c'est pareil. Vous allez en Angleterre, c'est pareil. On ne permet pas aux institutions administratives du pays de rouler avec des voitures qui consomment du gasoil ou de l'essence, parce qu'ils vont tout simplement émettre du CO2 au cours de leur, évidemment, combustion. Donc voilà, il y a beaucoup de voitures, il y a énormément de voitures. Aujourd'hui, il y a 1 milliard 250 millions de véhicules circulent aux États-Unis. C'est pour cela que les États-Unis est une grosse puissance. Elles consomment le quart du pétrole du monde. Le 1/3 de l'économie mondiale, c'est aux États-Unis. Donc lorsque ça touche aux États-Unis, ça fait des gens qui vont tomber un peu partout. C'est les gens qui font de l'économie, ils le savent pertinemment. Ce paysage que vous voyez ici, c'est quelque chose de tout à fait courant aujourd'hui en Occident. Voilà. Ça, c'est un paysage tout à fait courant. Regardez ça, voilà, nous sommes 1 milliard aujourd'hui. Ça, ce sont des vraies images. Ça, c'est aux États-Unis. Ça, c'est à Lagos. Ça, c'est en Indonésie. Et ça, de quelque part au Canada. Et bientôt, au Maroc, on va être comme ça. Les nuisances, évidemment. Les gens qui vivent à Casablanca, en général, ils sont toute la journée harcelés par le bruit. Les gens, ils font du bruit partout, s'ils ne se battent pas. Donc, le transport, évidemment, cause des nuisances énormes au niveau de la qualité de vie des citoyens. Le bruit, évidemment, les accidents, et puis la pollution de l'air, la congestion des routes, la congestion de la ville, et puis le réchauffement climatique, l'un des grands problèmes, le trou d'ozone, et j'en passe, et j'en passe. Voilà. Donc, la mobilité a son prix, et il faut bien la gérer. Comment va-t-on la gérer? On va la gérer à partir de 3 grands enjeux majeurs auxquels on est assujettis, nous les êtres humains. Le premier, c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est un phénomène qui est dû à ce qu'on appelle l'effet serre. Je vais en parler un petit peu. L'effet serre est à l'origine, il y a l'effet serre dit naturel, il y a l'effet serre que nous, les êtres humains, on a provoqué à travers nos activités dites anthropiques. Et puis, évidemment, le second grand enjeu, c'est la fin de ce qu'on appelle l'ère du pétrole. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui, toute notre civilisation moderne a été bâtie sur le pétrole. Je vais vous montrer quelques images pour vous rafraîchir un peu. Le deuxième grand enjeu, c'est comment va-t-on, évidemment, continuer à nous développer sans pétrole. Sans pétrole. On a proposé le développement durable. Aujourd'hui, il est un peu à bout de souffle. On parle de l'économie verte, à Rio +20. Et puis, on a parlé aussi de la transition écologique. Ce sont des nouveaux concepts, mais ils n'ont pas encore bien pris. On est toujours à l'ère du développement durable.
Le troisième grand enjeu, c'est tout simplement le nombre d'êtres humains qui sont sur notre planète. On va voir à la fin, je vais vous parler de ce qu'on appelle l'empreinte écologique, la pression que mettent les êtres humains sur notre planète pour vivre. Je vais essayer de développer petit à petit. Le premier grand enjeu, et c'est l'enjeu majeur, c'est le réchauffement climatique. J'ai ici, vous avez un petit schéma, c'est quoi le greenhouse? Le greenhouse, c'est l'effet de serre. C'est quoi l'effet de serre? L'effet de serre, tout simplement, notre planète, c'est comme une grosse boule, et puis qui est protégée par une couche mince, comme une couche de vernis. Et cette couche, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, évidemment, il joue ce rôle fondamental pour que la vie existe sur notre planète. Et sans l'atmosphère, notre planète aurait une température de moins 18 degrés. Moins 18 degrés, vous le savez, c'est la congélation. C'est grâce à l'effet de serre naturel que la température moyenne de notre planète tourne aux alentours de 15 degrés. C'est la température un peu idéale pour que la vie existe. Mais nous, par nos activités, qu'est-ce qui se passe globalement lorsque le soleil chauffe une partie de notre planète? 50% sont réfléchis avant d'arriver sur le sol, une partie par les nuages, une partie par l'humidité, une partie par l'atmosphère. 50% arrivent au sol. Lorsque le sol chauffe, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme disait Lavoisier. Donc il va être restitué sous forme d'infrarouge. Une partie naturellement s'échappait, une autre partie elle était piégée. Et c'est ça qui fait que ces gaz à effet de serre naturel piégent la chaleur de telle façon que notre planète soit vivable. Autrement, il ne serait pas. Voilà, en gros. Ce que je vais vous montrer ici, ce sont des montagnes de glace qui s'écroulent en permanence, 24 sur 24, en Antarctique. Donc à partir de là, on va aller sur le grand problème humain. Tout le monde parlait du changement climatique, certains scientifiques même disaient, voilà, c'est une anecdote, certains disent, c'est une farce, comme disaient certains Américains. Aujourd'hui, on sait pertinemment, après le 5e rapport du GIEC, depuis 1990, ça fait bien 25 ans, que le réchauffement climatique est une certitude scientifique, avec 95% de chance, ça veut dire très certain, quasiment certain. Donc on fait de la science, on travaille avec des probabilités. Et les signes sont là, évidemment. Quels sont ces signes? Évidemment, le climat a énormément changé. Quels sont ces signes indicateurs? Vous avez beaucoup entendu parler des cyclones. Des cyclones qui se forment dans le Pacifique. Pourquoi? C'est parce que c'est à côté des États-Unis et tout ce qui se passe aux États-Unis, on va le faire circuler sur les médias. Ça, c'est le cyclone Katrina. Vous avez tous entendu parler, ça fait presque 10 ans. C'est passé le 29 août 2005 et puis des vents violents à quasiment 300 km/h et un œil de 40 km qui a dévasté toute la Louisiane. Vous avez ici une image qui n'est pas très claire de la Louisiane à 30 mètres de haut et vous pouvez revenir sur les archives aujourd'hui avec Google, vous allez voir des images inimaginables. Évidemment, il y a les cyclones. C'est quoi un cyclone? Un cyclone, c'est un phénomène qui se forme tout à fait naturellement et en passage sur les océans parce que les océans ont chauffé. Ils vont évidemment se charger en énergie. En se chargeant en énergie, ils deviennent plus violents. Les vents sont plus violents. Plus qu'il fait très chaud, il y a de l'évaporation, de l'humidité. Ça fait beaucoup d'eau dans l'espace qui vont tomber sous forme de pluie torrentielle. Ça fait ce qu'on appelle les inondations. On a connu au Maroc. Je vais vous montrer des images. Le deuxième, la canicule en Europe en 2003, on a oublié. C'était une catastrophe, 50 000 morts. Une grande partie en Europe. Chez nous, dans notre continent, en Afrique. Ça, c'est quoi? C'est le lac Tchad. C'était l'un des 3 ou 4 grands lacs dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a plus une goutte. Ce sont des images de la NASA. En 1913, 1997, 2006, il n'y a plus une goutte. Aujourd'hui, vous avez des terres fissurées comme ça. Au Maroc, nous avons ce phénomène, évidemment. Et puis des inondations, les gens passent. En Indonésie, en 2007. Et puis chez nous, au Maroc. Au Maroc, ça, c'est notre belle ville Figui. En hommage à mon ami, c'est plus. Ça, c'est en 2008, certainement, il a oublié. Figui a été complètement inondé, complètement ravagé par des inondations qu'on n'a jamais vues par le passé. On a vu tout simplement 146 mm en l'espace de 3 jours. Alors, durant toute l'année, ça ne pleut pas assez bien. Je vous montre cette image-là. Ça, c'est le boulevard principal de Figuig. En direct, c'était le 13 octobre 2008. 146 mm en 3 jours. C'est une image tout à fait naturelle. Ça, c'est au cœur de notre pays, c'est Rabat, c'est notre capitale. Ça, c'est la gare Rabat Centre, c'est le 15 septembre 2009. Évidemment, les gens passent. On regarde aussi, on a oublié, en décembre 2009,
Il y a des milliers d'hectares qui étaient complètement inondés, c'est des océans qui étaient tombés du ciel d'un seul coup. Ça a fait des ravages, des milliers d'hectares complètement ravagés. Et puis Casablanca, là où on vit, on a certainement oublié. Casablanca a été inondé tout simplement le 30 novembre 2010. Voilà. Ça, c'est Casablanca. C'est boulevard Al-Quds. C'est une image que j'ai prise moi-même parce que on a perdu des voitures à l'époque. Voilà. Est-ce que le climat a véritablement changé? Oui, évidemment. Le climat change toujours pour des raisons normales. Il a toujours varié, et sur des périodes relativement longues, ce qu'on appelle les interglaciations, de 120 000, 110 000 à 100 000 en moyenne. Il y a des réchauffements, et puis il y a des glaciations. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, ça s'est passé sur 50, 60, voire 100 ans, ce qui est anormal. Donc nous, ces 50 dernières années, nous les êtres humains, on a évidemment chargé notre atmosphère par ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. Ils sont en nombre de 6. Le plus important, c'est le dioxyde de carbone, le fameux CO2, qui est à l'origine de 113% de ce qu'on appelle le réchauffement climatique aujourd'hui. Il y a le méthane, le NH4, et puis il y a les oxydes nitreux, et puis il y a l'oxyde d'azote. Il y en a 6 qui sont définis, et puis les fluorocarbonés qu'on peut retrouver. Laissons ça à côté, on passe ailleurs. Donc, à partir de là, évidemment, ces facteurs climatiques naturels, on les connaît, mais comme j'ai dit, sur de longues périodes. Et j'en passe. Et j'en passe. Le premier océanographe, qui s'appelle M. Roger Revell, qui était à l'origine de la mesure de ce qu'on appelle la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est un brillant océanographe. Il est né en 1909, il est décédé en 1991, juste avant ce qu'on appelle le sommet de Rio, le sommet dédié à la Terre. Il était professeur à Harvard. C'est un grand monsieur, c'était une grosse tête. Déjà dans les années 40, il imaginait tout le scénario qui allait se passer et qu'est-ce que ça allait impliquer pour l'humanité. Personne n'a pensé auparavant. En 1957, il a monté un grand laboratoire en quelque sorte qu'on a appelé Mauna Loa en haïtien. Ça veut dire la montagne haute, Mauna Loa observatoire atmosphérique. Donc, à partir de là, il commençait à larguer par un programme très sophistiqué tous les jours des ballons et puis mesurer le dioxyde de carbone dans le Pacifique. Pourquoi? Parce que c'était une région très éloignée de toute activité. Au bout de 10 ans, il avait déjà des résultats et c'était clair comme l'autre roche. Ce qui a fait ce qu'on appelle la courbe de Kelvin, Killing en anglais, et aujourd'hui, ça continue à augmenter. À partir de là, déjà en 1965, il s'occupait d'un grand programme, et j'en passe. Il disait d'ici les années 2000, il y aurait environ 25% de CO2 dans l'atmosphère, et cela va modifier ce qu'on appelle l'équilibre de l'atmosphère d'une façon qu'on n'a jamais vue auparavant. Et puis, ça va marquer, évidemment, tous les changements climatiques. Et j'en passe. Voilà cette fameuse courbe, elle est là. Et elle continue aujourd'hui, sans vous mentir. Ça, c'est le cycle de Mauna Loa. Mauna Loa, c'est... Aujourd'hui, vous pouvez rentrer sur Google et puis vous allez mettre Mauna Loa, vous allez connaître tous les paramètres du climat instantanément. Aujourd'hui, vous pouvez savoir combien on a de CO2 dans l'espace à l'échelle planétaire. Voilà. Parce que l'atmosphère ne fait pas de discrimination. Nous, au Maroc, on n'a pas pollué, on est toujours très pauvre, on n'a rien pollué. Mais ce sont les grandes nations industrialisées qui ont pollué. Les Américains jetaient un peu des saloperies dans l'espace à Detroit, au Michigan, en Ontario, au Canada, puis dans la région du Nord, en France, à Liverpool. Et puis l'atmosphère, elle prend tout ça, puis elle le disparaît d'une façon tout à fait normale. Donc ça arrive chez nous de la même façon. C'est pour cela que nous sommes touchés. Voilà, ça c'est la courbe de valeur. Et puis après, puisque la problématique était admise par les scientifiques, on a lancé des grandes manœuvres et des programmes de recherche pour la recherche du passé du climat. À travers quoi? Et puis, il y a une spécialité qui existait toujours, mais aujourd'hui, elle est vraiment à l'ordre du jour, ce qu'on appelle la glaciologie. La glace a des histoires à nous raconter dans le climat. Pourquoi? Parce que lorsque la glace se forme, elle piège des petites bulles d'air de l'époque. Et puis il y a ce qu'on appelle le phénomène gel-dégel. Si vous regardez des photos, je peux vous montrer, vous pouvez les compter. Comme le forestier, il compte les couronnes de son arbre pour connaître l'âge. Donc au fur et à mesure qu'on fait du carottage de glace, qu'on appelle en français ice coring, et puis on va couper des slides, et puis on va mesurer évidemment les bulles, on va analyser les bulles d'air à l'intérieur, on va trouver le climat de l'époque. Aujourd'hui, nous sommes à 1 million d'années, d'une façon très très fiable. 1 million d'années dans le climat. La glace aujourd'hui dans l'Antarctique, les glaciers
C'est 1000 ans, c'est déjà pas mal. Mais l'Antarctique, aujourd'hui, dans une station qui s'appelle Vostok, on est arrivé à faire un forage jusqu'à 4 km de sang. On est allé jusqu'à 1 million d'années d'une façon très claire et très précise scientifiquement. Je vais vous montrer le cours. Donc, tout ce qui a été tracé ici, c'est à travers les gaz. Le deuxième point très important à mon avis, lorsqu'on fait d'une façon un peu scientifique, ce qu'on appelle l'analyse d'oxygène, on va connaître exactement la température où ces bulles ont été piégées. Donc il y a une relation entre la concentration de CO2 dans l'atmosphère et la température. C'est très important. C'est très important aujourd'hui, c'est confirmé scientifiquement. Voilà, cette courbe que je vous montre ici, c'est une courbe qui a fait l'effet d'une bombe chez les scientifiques. On est à 600 000 ans, il y a eu 800 000 ans, aujourd'hui nous sommes 1 million d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est l'évolution de la concentration de CO2 dans l'espace. Ça veut dire notre planète. Si je regarde, je dis façon cyclique, ce qu'on appelle des cycles, interglaciation, chauffage, ça chauffe et ça se glace. Aujourd'hui, nous avons ici 7 que vous voyez. Aujourd'hui, nous avons 11 de façon reproductive. La première information qui nous intéresse, nous, les êtres humains, c'est que durant toute cette longue période, la concentration de CO2 dans l'espace n'a jamais dépassé 240 ppm volume, partie par million volume. Les gens qui sont dans la physique ou la chimie connaissent. Par million volume en anglais. Et au maximum, on était à 300. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus haut. Si je prends cette partie-là et je fais un zoom, je retrouve évidemment, parce que là, il s'agit de 50 ans, là, il s'agit de 150 000 ans. Donc, ça se comprime. On ne voit pas les détails. Mais si je sors en zoom, je trouve la courbe de Kelly. C'est ça, et ça continue aujourd'hui. Je peux vous montrer les derniers chiffres que j'ai relevés hier de Mauna Loa Observatory. Et puis, vous allez voir les chiffres, ça augmente. Donc, la deuxième information qui m'intéresse, évidemment, c'est la température. Parce qu'on sait aujourd'hui, de plus en plus, que la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente et plus la température augmente. Pourquoi? Parce que le CO2 piège davantage de chaleur et il ne laisse pas, évidemment, les infrarouges repartir dans l'espace. Il les piège entre l'atmosphère et la Terre. C'est pour cela que notre atmosphère, elle chauffe, les terres, elles chauffent, les océans, elles chauffent. Je vais vous montrer les dernières conclusions du 5e rapport du GIEC. Vous allez être stupéfaits. Donc, regardez, si je prends la courbe de la température et la courbe de CO2, c'est visible à l'œil nu, elles s'emboîtent. Ça veut dire qu'il y a une très forte corrélation entre la concentration de CO2 dans l'atmosphère et la température. Autrement dit, si on veut diminuer la température de notre planète aujourd'hui, il faut diminuer le rejet de CO2 dans l'atmosphère. Ce que on n'est pas encore arrivé au niveau de notre planète parce qu'il y a des enjeux économiques, politiques entre tous les pays qui aujourd'hui sont sur la scène internationale. Les pays qui commencent à se développer à une grande vitesse, comme la Chine, l'Inde, le Brésil, et puis l'Amérique du Sud, et puis les anciens pays industrialisés qui, eux, ont déjà pollué notre planète. Et puis il y a un grand enjeu politique et économique, et on n'arrive pas encore à trouver des solutions. Vous connaissez Kyoto? Kyoto n'a pas encore trouvé de solution. C'est après, en 1990, en 1987, on a signé ce qu'on appelle le protocole de Kyoto, qui stipulait comme quoi on allait diminuer les émissions de gaz à effet de serre à moins 5% à partir du niveau de 1990. Il y a deux pays qui n'étaient pas signataires, c'est les États-Unis d'Amérique, alors que c'est le plus gros pollueur, et l'Australie. Tout ça s'est dépassé aujourd'hui, Kyoto est dépassé. Et on passe ailleurs. Voilà, ça c'est le tout dernier rapport qui date du 14 avril. Voilà, ça c'est comme on appelle un planisphère de notre planète. Ce que vous voyez ici en rouge, vous voyez, vous voyez en rouge, c'est les continents. Ce que vous voyez en jaune, c'est les océans. Ce qu'on voit ici sur cette courbe, ce qu'on devait avoir normalement, ce qu'on appelle, les glaciologues appellent ça le forçage naturel. Lorsque le Soleil illumine une partie de notre planète, il lui transmet 168 watts par mètre carré. Voilà, c'est physique, comme ça. Aujourd'hui, au lieu d'être là, on est, donc la température, elle augmente dans les océans, dans les continents, tout confondu, l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, voilà, et les mers, le Pacifique Nord, le Pacifique Sud, la Méditerranée, et puis l'Antarctique. On va revenir, c'est très important. Et nous, on se trouve toujours là. Regardez
Nous, au Maroc, en moyenne, la température a augmenté depuis 50 ans de 2 degrés, ce qui est énorme. 2 degrés, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. 1 degré, c'est énorme pour notre planète. Voilà, donc, ça, c'est le dernier rapport qu'on appelle Assessment Report 5, le 5e rapport d'évaluation du GIEC, le groupe intergouvernemental sur les évolutions du climat, connu communément par le IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. C'est le tout dernier qui existe, avec une confirmation stupéfiante, plus de 95% de chances que c'est vrai. Donc, mathématiquement, scientifiquement, c'est vrai, on le vit en permanence. Donc, globalement, les terres ont chauffé, l'atmosphère a chauffé, les océans ont chauffé, et puis, ça a conduit, évidemment, à un nombre de problèmes. Puisque ça chauffe, la cryosphère, ce qu'on appelle les glaces, fondent. Et les glaces, c'est une partie très importante de nos grosses machines climatiques. Les gens qui ont fait un peu de thermodynamique, la Terre est composée de ce qu'on appelle des continents, des glaces, et puis de la mer, et puis de l'eau douce, et puis de la végétation, et puis nous, ce qu'on appelle la biodiversité. Et puis tout ça interagit, c'est très complexe. C'est ça qui fait que le climat aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Pourquoi? Il a chauffé. Pourquoi? Il a chauffé de 0,85 degrés. Vous allez me dire c'est peu. Non, c'est énorme. Je vous donne une petite comparaison, vous allez comprendre. Nous, les êtres humains, toute espèce dans la biosphère, le bon Dieu l'a créé, qui fonctionne avec une température dite de régime donné. Nous, les êtres humains, le bon Dieu nous a créés pour fonctionner à 37 degrés. On ne sait pas pourquoi, mais 37 degrés, peu importe. Donc si vous avez 38 degrés, vous êtes malade, n'est-ce pas? La Terre, elle fonctionne à 15,4. Elle a chauffé de 0,85. Si je fais la comparaison, 37 degrés, il faut ajouter 2 degrés. Si un être humain a 41 degrés, ça veut dire qu'il est au bord de la convulsion. Il est mort. Notre planète est en train de faire une convulsion. Et c'est une réalité. Et les êtres humains, ils le savent, et puis ils continuent, c'est comme si rien ne se passe. Voilà, ce sont les températures réelles qui ont été enregistrées. Tout ça, c'est mon loi. Regardez au pôle Nord et tout ça. Et ça a augmenté de 3, 4, 6 degrés. Nous, au Maroc, on est là. On est quasiment dans 1,5. C'était en 2004. Mais ça va d'une façon exponentielle. Je vais montrer une courbe, ça va d'une façon exponentielle. Aujourd'hui, nous sommes à 2. Les prévisions disent qu'en 2100, ça va être comme ça. 8 au pôle Nord. Pourquoi au pôle Nord beaucoup plus? Lorsque la température augmente de 0,5 à l'équateur, il va augmenter de 6 degrés au pôle Nord et au pôle Sud. Ça, on peut le comprendre très facilement. Ce n'est pas l'objet de cette conférence. Je peux vous expliquer l'entière comment elle est faite. Donc, puisqu'une grande partie du pôle Nord, c'est la glace dite polaire, plus le Groenland, c'est de la glace. Lorsque le soleil impacte cette région, les grandes plaques de glace agissent comme des miroirs. 80% de la chaleur est réfléchie. Seulement 5% est absorbé par l'océan. Et puisque l'océan a été chauffé, aujourd'hui, on sait jusqu'à 700 mètres, voire 3000 mètres, tous les océans du monde ont chauffé. Ont chauffé quasiment de 0,5 degrés. Ce qui fait que la glace a commencé à fondre. Aujourd'hui, la calotte glaciaire du pôle Nord a perdu 40% de sa base. Donc, au lieu d'avoir cet immense miroir, on va en face la mer. La mer, lorsqu'elle est impactée par le soleil, elle absorbe 90% de l'énergie, contrairement à la glace. Ce qui fait que ça continue à chauffer. En chauffant, ça va continuer à fondre. Les prévisions, je vais vous montrer, d'ici 2100, il n'y aura plus de Groenland, il n'y aura plus de calottes polaires. Et il va y avoir, évidemment, une véritable catastrophe. On est déjà là-dedans. Donc les prévisions, nous au Maroc, on est là-bas. Regardez, ça va être 3,5 à 4 degrés. Ça, ce sont les prévisions les plus optimistes. Vous savez, les climatologues, ils travaillent sur ce qu'on appelle des modèles. C'est quoi un modèle? Un modèle, c'est quelque chose de très sophistiqué mathématiquement. On va introduire tous les paramètres, on va faire des prévisions. Les premiers modèles étaient mis au point dans les années 70, quand on a commencé à comprendre qu'il y a un vrai problème. Aujourd'hui, on est dans le 6e modèle, où on a intégré tous les paramètres de l'écosystème. C'est quoi l'écosystème? C'est ce qu'on appelle en termes scientifiques l'atmosphère, la cryosphère, c'est la glace, et puis l'hydrosphère, c'est de l'eau, et puis le continent, c'est l'air, et puis la biosphère, c'est nous. Les végétaux, les arbres, les mouches, les ânes, les lions, les ours, tout le monde. Tout le monde. Et puis on a ajouté le soleil d'en haut, et puis aujourd'hui, notre activité. Les modèles aujourd'hui, qu'on a repris, tous les derniers,
il trace d'une façon extraordinaire l'évolution, et puis on est revenu pour vérifier sur 1 million d'années, et ça reflète exactement l'évolution de la température. Donc ce sont des modèles très futés et très justes. Donc en 2100, il n'y aura pas de glace. Cette courbe, elle est très célèbre. Pourquoi? Parce que depuis 1860 que l'être humain a commencé à mesurer la température réellement. Voilà, si vous regardez durant cette période, qu'est-ce que vous constatez? Il y a eu un petit relâchement, ici on va dire ça va. Non, mais globalement, ça augmente. Et c'est accéléré, évidemment, ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 13 et 14, voilà, des derniers records, ils sont passés de 1995 à 2012. Pourquoi? C'est pas le hasard. C'est durant ces 50 années, là c'est mathématique, ça veut dire c'est exponentiel. Si je prends la moyenne, et puis je déplace, j'en passe, c'est pas l'objet. Ça veut dire, de 1905 à 2006, notre planète a chauffé tout simplement de 0,114 degrés. Et de 1880 à 2012, c'est 0,85 degrés. Et ça va continuer d'une façon exponentielle. Ça veut dire que tous les 25 ans, ça va doubler. Voilà, c'est ça que ça veut dire mathématiquement. À partir de là, on ne peut pas dire que ça ne chauffe pas. Notre planète, elle a chauffé. Et scientifiquement, c'est prouvé. Et même autrement, c'est prouvé. Ça, c'est un grand professeur à Harvard qui a utilisé cette diapo. Je la trouve très belle. Évidemment, ça de prouve, c'est quoi ça? C'est la preuve. Notre planète, elle a chauffé, évidemment. Elle a très chauffé. Pourquoi? Ça, c'est les derniers résultats du GIEC, le ER5. Quand est-ce que vous regardez ici? Le pôle Nord, voilà, la masse de la calotte glaciaire, elle diminue. L'Antarctique, elle diminue. La chaleur dans les océans, elle augmente. Et puis, évidemment, puisque la glace qui se trouve, ce qu'on appelle les calottes glaciaires, c'est comme si vous avez un verre où vous mettez des glaçons dans l'eau. Vous avez un niveau. Lorsque ça fond, ça ne monte pas. Pourquoi? Parce qu'elle est dans la glace. Mais toute la glace qui est sur les continents, comme une grande partie dans l'Antarctique, ça se déverse dans les océans. Ce qui fait, chaque année, le niveau de la mer augmente de 3 à 4 cm par an. Si vous allez mettre 50 ans, vous allez voir, ça va faire des mètres. Et Casablanca va disparaître dans 50 ans. Et lorsque je voyage un peu au Maroc, je vois Tarazout, Seydia. Moi, je suis originaire de la région. Mais ça me fait marre que dans 50 ans, Seydia ne sera pas là. Et j'en suis sûr à certains, il ne sera pas là. Et puis, on a bâti beaucoup de choses. C'est bien. C'est bien. Il faut voir l'avenir. Voilà, tout ça, c'est le dernier rapport. Vous pouvez le télécharger. Il est dans un rapport qui s'appelle le premier Base Scientifique, Scientific Basis. Il est en anglais. C'est 2218 pages, le premier. Le deuxième, il fait à peu près la même chose. Ça s'appelle Impact, Vulnérabilité. Et le troisième, Atténuation des changements climatiques. Et ça, sur Internet, vous pouvez le télécharger. Vous retrouvez tout ça. Moi, j'ai repris ça et je le mets dans le contexte de mon discours, tout simplement. Ça, ce sont des faits irréfutables scientifiquement. Et on ne peut pas... Aujourd'hui, on dispose des moyens très sophistiqués. Vous allez me dire, certains, des fois, cette conférence, je l'ai allumée à plusieurs reprises, particulièrement dans les grandes écoles en France, pas au Maroc. Au Maroc, voilà, on ne s'intéresse pas à la science. Ça fait mal, mais malheureusement, ça fait très longtemps que j'essaie de passer le message, mais je constate que ça ne se passe pas, comme j'ai dit tout à l'heure, à cause de l'inconscience et de l'irrationalité qui règne dans un milieu universitaire et puis dans notre société d'une façon générale, malheureusement. Mais cela ne me décourage pas. Je vais continuer à en parler jusqu'au bout. Voilà. Donc tout ça, ce sont des résultats dits scientifiques. Scientifique, ça veut dire 1 plus 1 égale 2. Et j'en passe. Il faut. Le dernier rapport qui était déjà mentionné dans le 4, une seule conclusion, une seule phrase, Global warming is an equal. Et ça veut dire le changement climatique est sans équivoque, il est là. Ça veut dire les preuves sont là, c'est un véritable bulldozer. Il faut aller aux alentours, vous ne pouvez pas l'arrêter. Lorsque vous allez voir des tsunamis, il y a certains scientifiques aujourd'hui qui se posent des questions. Est-ce que les tremblements de terre aussi violents aujourd'hui ne sont pas le résultat du réchauffement climatique? Parce qu'il s'agit toujours de ce qu'on appelle l'énergie. L'énergie est à la base de tout. Je vais vous montrer des images stupéfiantes. L'énergie a changé le monde. C'est grâce à l'énergie qu'on est aujourd'hui là en train de parler. Sinon, on serait encore dans des grottes où je ne sais pas, de quelque part dans Atlas ou la Belize, j'en sais rien où. Mais c'est l'énergie qui fait que nous sommes là aujourd'hui et nous sommes en train de discuter. Donc, le premier impact fondamental qui touche l'être humain, c'est l'eau. L'eau, il connaît le réchauffement climatique. L'être humain connaît le réchauffement climatique par l'arrivée de l'eau. Lorsqu'il est inondé, il dit tiens, il y a beaucoup d'eau.
C'est ça, ça veut dire qu'il est touché directement. Et puis lorsqu'il fait très chaud, on va dire oui, il fait très chaud. Lorsqu'il pleut pas, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'eau dans les puits, on ne peut pas irriguer. Et nous, les Marocains, sommes un pays très très pauvre. Contrairement à ce que beaucoup de monde pense, on représente 0,0010 puissance. Moi aussi, dans l'économie mondiale, nous ne sommes rien du tout, on ne produit rien, on n'a pas de poids. Voilà, malheureusement, le réchauffement climatique, puisque ça chauffe, donc il y a de l'évaporation en très grande quantité par rapport à la normale. Qu'est-ce que c'est que l'évaporation? C'est de la vapeur d'eau qui va partir dans l'espace et va tomber d'une façon un peu désordonnée sous forme de pluie torrentielle. C'est ce qu'on appelle les inondations. Ça, c'est le premier impact. Malheureusement, le deuxième, dans les régions où il ne pleut pas, où il pleut moins, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir ce qu'on appelle le désastre. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas d'eau, il y a la sécheresse, et puis il y a tout simplement la disparition de toute la biodiversité, et les arbres, et les animaux, et tout le monde, et les moustiques, et tout le monde y passe. Vous avez vu des images aujourd'hui, dans cette région-là, il se passe tout simplement une véritable tragédie humaine, c'est le Sahel, c'est au Darfour, au Tchad. C'est là où il y avait le lac Tchad. Aujourd'hui, il n'y a pas une goutte. Il y a des milliers de gens qui meurent tous les jours là-bas à cause de faim, à cause de la faim, à cause de l'eau, à cause des maladies. Et puis l'être humain, puisque c'est des Africains, on n'en parle pas. Si un Américain est touché de quelque part à Tarazout, toute l'Amérique il va bouger. La sixième fois, il va bouger. Mais un Africain, c'est rien. C'est rien, c'est comme un type qui est mort dans la nature. Voilà. Donc, mais dans cette région-là, mais malheureusement, les Occidentaux n'ont pas compris toutes les leçons. Il y aura toujours des migrations massives, des pays où il n'y a pas beaucoup de nourriture, vers les pays où il y a de l'abondance. C'est la loi de la nature. La thermodynamique nous dit qu'il y a toujours migration de la chaleur d'une source chaude vers une source froide. N'est-ce pas, notre ami? C'est comme ça la nature. On a mis des barrages, on a mis des radars, on a mis tout. Et tous les jours, il y a des milliers de gens qui se déversent en France, qui se déversent en Italie, qui se déversent. Nous sommes loin des États-Unis. Aux États-Unis, c'est tous les jours 400 ou 500 000 qui passent les frontières. Aujourd'hui, il y a environ, des statistiques, 20 millions de clandestins aux États-Unis. En France, il y a 400 000. Puis la France, elle parle beaucoup, c'est les grandes gueules, je m'excuse du terme. Mais c'est un petit pays par rapport à l'Amérique. Et puis les clandestins, tout ça. Voilà. Donc, les conséquences sont là. La première, c'est les inondations. La deuxième, c'est la sécheresse. Voilà, c'est antagonique, mais c'est comme ça. Donc, ce sont les conséquences qu'on voit. Et puis, le plus gros du travail, c'est tout simplement la fonte des glaces. Les glaces, elles sont au cœur de l'équilibre du climat, tout simplement. Qu'est-ce que c'est que la Terre? C'est une grosse boule qui est inclinée à 23 degrés et qui tourne autour d'elle-même en 24 heures autour du Soleil en 364 jours. Donc tous les jours, elle tourne, une partie du globe elle est en face du Soleil, ce qui fait qu'elle va faire soit le printemps, soit l'été, et puis l'autre partie, elle est de l'autre côté, il fait l'hiver ou lorsqu'il fait beau, comme chez nous, une grande partie de la masse planétaire, elle se trouve au-dessus de l'équateur, ce qui fait c'est la végétation qui est là. Donc lorsque la Terre est en face du Soleil, cette partie-là, elle va absorber tout simplement ce qu'on appelle le dioxyde de carbone parce que c'est la végétation. Lorsqu'elle fait demi-tour en 6 mois, c'est l'inverse. C'est comme si la Terre, chaque année, elle inspire, elle expire. C'est comme nous, on inspire, on expire. C'est comme ça la Terre. Sur une année, c'est ça ce qu'elle fait. Mais l'Antarctique est une grosse partie de notre planète qui est à l'origine de l'équilibre thermique de notre planète. C'est là où se trouve une grande partie, c'est ça, l'Antarctique. Cette partie que j'ai mis en vert, c'est la partie dite la glace de mer. Donc elle est comme la glace polaire au pôle Nord. Il y a la glace continentale qui est là, et puis la glace polaire, on ne les voit pas comme ça, ils sont ensemble. Mais cette partie-là a été découverte par un grand navigateur norvégien qui s'appelle Larsen. Donc on a donné le nom, on a appelé ça Larsenby, la baie de Larsen, comme on dit la baie de Mohammed. Malheureusement, Mohammed est jamais allé là-bas. Donc une grande partie s'est écroulée. Ce que les glaciologues n'ont jamais compris, en 35 jours, toute cette partie-là, qui fait quasiment 3200 km² s'est écroulée en l'espace de 35 jours. Personne n'a vu ça. Pourquoi? Parce que c'est la partie de la glace qui était accrochée à la partie de la glace continentale, puisque la mer chauffait, elle diminuait de masse, en bas il fondait, à un certain moment il y a des déséquilibre, c'était comme une poutre encastrée, et c'est tombé et s'est écroulé. Personne n'a vu ça. Mais aujourd'hui, on le sait, on a bien compris ce qui se passe. Cela se passe au Groenland. Voilà, cette image elle est très célèbre. Vous faites une petite interrogation, vous allez retrouver ça. Moi, j'ai fait
un peu sa synthèse, mais c'est quelque chose qui est correct. Le pôle Nord, il a perdu, vous avez cette partie-là, c'est la calotte glaciaire, ça veut dire la glace de mer. Et puis cette partie-là, vous voyez ici, comme les appelaient les Norvégiens, Groenland, c'est la terre verte en fait. Donc cette partie-là a perdu, comme vous voyez ici, elle est dynamique, elle a perdu 40% de 1997 à 12 jours. On dresse la carte du niveau de la mer à l'échelle planétaire avec une précision inouïe. C'est ce qu'on appelle l'altimétrie. Vous pouvez chercher, aujourd'hui c'est des temps. Tout ce qu'on dit, ce sont des choses évidemment réelles. Et j'en passe. Voilà. Voilà, 79 c'était ça, 2003 c'est ça. Voilà. Voilà ce qu'on voit ici en synthèse. 2100, ce qu'on prévoit, il n'y aura plus rien. Disparition totale. Les prévisions, en 2100, il n'y aura plus rien. Voilà, et j'en passe. Ce sont quelques. Le Groenland, c'est la même chose. Voilà, 92, 2002, 2005, il a perdu la moitié. Je vais vous montrer quelques images pour aller sur une conclusion fondamentale. Ça veut dire que le réchauffement climatique est planétaire. Voilà, ça c'est l'Europe. On était en Antarctique, c'est tout à fait au nord de l'Europe, au nord de l'Amérique. Mais l'Europe, c'est en Suisse. Voilà, le glacier Pius de Bernina, il est très connu. Il a perdu quasiment la moitié en l'espace de 100 ans. Regardez, ça c'est de la Patagonie, c'est en extrême sud de l'Argentine, c'est quasiment de l'autre côté. Voilà, 1929, voilà, c'est des grands lacs aujourd'hui. Et j'en passe, je vais aller vers la Nouvelle-Zélande, donc c'est carrément dans l'Océanie. Et puis, tout simplement, en Afrique, il n'y a plus rien. 2006, le lac, ici, le mont Kilimandjaro, beaucoup de poètes ont écrit là-dessus, et il n'y a plus une brindille de glace aujourd'hui. Et puis, je vais aller sur les Himalayas. Les Himalayas est une zone très très sensible. Pourquoi ? 40% de la population mondiale vit dans la région. Et dans 40 ans, il n'y aura plus suffisamment d'eau dans ces régions. Pourquoi ? À cause de la disparition des glaciers qui fournissent de l'eau aux rivières et puis aux différentes nappes que les hommes et les femmes de ces régions, les animaux et la biodiversité utilisent. Ça veut dire que le réchauffement climatique est planétaire, que je le dise. Voilà, ça fond partout, en Afrique, en Europe, en Océanie, partout. Voilà ce que disait ce monsieur, c'est l'ex-président des États-Unis d'Amérique, c'est monsieur George W. Bush. Il disait en 2003 que quoi ? Que c'est une farce, global warming, c'est une théorie. Voilà, il disait, il se moquait, tous les conservateurs américains à l'époque, ils disaient c'est une farce pour, évidemment, faire de telle sorte que les États-Unis ne continuent pas à se développer, parce que les États-Unis, le premier pollueur du monde, 25% de CO2 dans l'espace, c'est les États-Unis d'Amérique. Voilà ce que disent les experts du GIEC. C'est le dernier rapport, vous voyez, c'est GIEC, c'est le groupe de travail numéro 3, le tout dernier que vous voyez, Climate Change 2014. Voilà, ils disent que le réchauffement climatique est sans équivoque. Voilà. Voilà, il est là, il faut faire avec. Voilà, les résultats sont là. Voilà ce que dit ce monsieur, vous connaissez tous, n'est-ce pas? C'est M. Ban Ki-moon. Il dit, climate change affect you. Le changement climatique va vous affecter. C'est une certitude. Il dit, on ne peut pas continuer à travailler ainsi. Il dit, continue with business as usual, comme on fait aujourd'hui. Et nous avons besoin de joindre des affaires pour avancer. Et évidemment, il faut absolument avancer, sinon on va tout perdre. Et puis il dit, probablement, il croit, I believe, il croit, pourquoi? Parce qu'il est au centre de l'économie et de la politique mondiale. Et il faut absolument stopper ce phénomène. Voilà, d'autres conséquences. D'autres conséquences, ça c'est la fin, ça c'est au Sahel. Ça c'est au Sahel, ça c'est au Sahel, ça c'est au Sahel. On en parle. On a vu à la télévision des médecins français prendre 60 chadiens pour les vendre en France. C'était un peu le hasard. Ça c'est vraiment rien. Ce qui se passe là-bas, l'être humain, il n'existe pas tout simplement. Il n'existe pas, il est anéanti par la nature. La nature ne fait pas de cadeaux. Lorsqu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de bétail, il y a la faim, il y a la misère, et puis il y a tout simplement la famine et la disparition de toute la biodiversité. Toute la biodiversité, donc les maladies à vecteurs. C'est quoi les maladies à vecteurs? Ce sont les maladies qui sont transmises par les insectes. Les insectes, ils font partie de la biodiversité. Le bon Dieu les a créés, tout simplement parce qu'ils ont un rôle dans un cycle naturel. Pourquoi? La température est un élément régulateur de toutes ces espèces. Le printemps, tout ça, c'est très précis pour que la reproductivité des espèces aille dans le bon sens. Voilà un exemple aujourd'hui, puisque le printemps arrive un peu tôt, et puis
l'automne va un peu plus tard, dans la grande, ce qu'on appelle toundra au nord Alaska, cette année, il y a eu 7 millions d'hectares d'arbres d'épicéa qui ont été détruits par des insectes. Pourquoi? Parce qu'il ne devait pas être là. Parce qu'il a fait encore plus chaud. La durée de vie d'un insecte, c'est 3, 4, 5, 6 jours. Donc il y a eu 506,1 milliards d'insectes et ils ont détruit. La chaleur régule tout. Nous, les êtres humains, sont régulés par la chaleur. Et tout le monde est régulé par la chaleur. Donc les maladies à vecteurs sont à l'origine, ce que je vais vous montrer ici, des chiffres en Afrique particulièrement. Voilà, 300 à 500 millions de cas, dans quasiment 203 millions de morts, de décès à cause du paludisme. C'est les maladies à vecteurs. Et puis évidemment, c'est toujours l'Afrique. Il n'y a pas qu'en Afrique. Aux États-Unis, nous avons ces images. Les États-Unis, ils ont les moyens. Nous avons ces images en Asie, mais ils ont les moyens dans certains pays. Et puis en Afrique, on va voir ça. Ça, c'est un bonhomme, ce n'est pas un garçon, c'est un bonhomme qui est mort de faim. Il ressemble évidemment à un garçon parce qu'il n'y a rien. Il n'y a que le squelette. À côté, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez des éboueurs de la nature. Voilà. Heureusement, nous, au Maroc, on a un peu d'eau et puis on a de la nourriture. Sinon, on serait dans ce cas de figure-là. Donc, ce sont les conséquences du réchauffement climatique, évidemment. Tout ça, personne. Évidemment, il y a la déforestation, et j'en passe. Il y a un autre phénomène, puisque la température régule la biodiversité, il y a ce qu'on appelle la vitesse d'extinction des espèces qui est accélérée jusqu'à 10 000 fois de la normale. Ça veut dire que des espèces disparaissent parce que le climat ne leur convient pas. Il y a une température excessive, donc en fonction, il y a ce qu'on appelle les niches écologiques, il n'y a pas la nourriture. Je vous montre un exemple très très frappant qui a été rapporté par M. Al Gore, d'une espèce d'oiseau qui a disparu parce que, tout simplement, il y a le réchauffement climatique. Donc, il va y avoir, tout simplement, un apocalypse dans l'avenir et il n'y aura plus rien. La même chose, au niveau de la faune, c'est la même vitesse. Tout ce qu'on voit ici, nos petits-enfants, ils vont le voir sur des images numérisées. Il n'y en aura plus, évidemment. Et il n'y aura que ça. Même cette fameuse machine très solide, elle va disparaître. Adios, amigo. Elle va disparaître et elle ne va pas résister à cette cruauté de la nature. Parce qu'il n'y a pas d'eau, donc il fait très chaud, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de vie, tout simplement. À partir de là, on peut aller beaucoup plus loin. Cet exemple est flagrant, que j'ai repris, que j'ai vu sur un documentaire d'Al Gore. Cette espèce d'oiseau, il vit à côté d'Utrecht, à Amsterdam. Vous savez, les oiseaux migrateurs, ils font des longs trajets pour aller dans les régions plus chaudes, pour se nourrir, s'engraisser et revenir dans les régions pour prendre les œufs, les couver, puis faire les oisillons. C'est de la nature. C'est de la nature. D'habitude, le grand départ se faisait vers le 25 avril de l'Afrique, c'est vers le Botswana. Et puis en arrivant, évidemment, le 3 juin, en arrivant, les oiseaux, ils ont couvé les œufs, ils ont eu des oisillons. La nature est bien faite. Dans la même période, il y a des chenilles qui sont là. Donc ils vont sur ce qu'on appelle le cycle de vie, tout simplement. Puisqu'il fait plus chaud, qu'est-ce qui se passe? Les oiseaux, évidemment, ils partaient avant, comme d'habitude. Il fait plus chaud, les chenilles restent un peu avant, 15 jours avant. Puis les oiseaux arrivent plus tard, et puis ils font les oisillons, et puis ils vont ils ont fait tout pour rattraper, ils n'ont pas pu rattraper. Donc ils naissent, il n'y a pas de nourriture, et ils disparaissent. Cette race a disparu. Il y a des milliers d'espèces qui disparaissent comme ça. Comme disent les biologistes, lorsqu'une niche écologique disparaît, la race disparaît. Lorsqu'il n'y a plus de mer, il n'y aura plus de poissons, n'est-ce pas? C'est les conditions, la même chose. Donc, il y a évidemment tous ces paramètres. Et j'en passe. Voilà ce que dit ce monsieur Kofi Annan. Les pays les plus vulnérables ont les moins de capacité de se protéger, évidemment, comme nous, les pays pauvres, et puis on n'a rien fait. Ils sont aussi ceux qui contribuent le moins à l'émission de gaz à effet de serre. Si rien n'est fait, ils paieront le prix élevé à cause des autres. Nous sommes en train de le payer. Et ce deuxième monsieur, vous connaissez, c'est Nelson Mandela. Il disait tout simplement que la pauvreté n'est pas plus qu'un état naturel que ne sont l'esclavage ou l'apartheid, parce que c'est lui qui a lutté contre tout ça. C'est une condition créée par l'être humain et qui peut être dépassée et éradiquée par l'être humain. Au cœur de tout ça, c'est l'homme. C'est l'homme. L'homme est au cœur du bonheur, du malheur, de tout ce qu'on peut imaginer dans notre vie. L'espace circulaire, l'homme est au cœur de notre vie. L'homme, c'est nous. Et nous en sommes responsables. L'être humain, il fait beaucoup de bêtises, excusez moi, mais ils ne se rendent pas compte. Ils pensent que c'est normal, c'est naturel. Ce n'est pas aussi naturel que ça. Voilà, et je parle. Le deuxième grand enjeu majeur, l'énergie. Voilà, l'énergie. Aujourd'hui, si nous sommes là, comme je l'ai dit, c'est parce qu'il y a l'énergie. Regardez ces images, ils vont vous donner un peu de vertige. Vous ne vous rendez pas compte, vous les avez vues. Voilà, ça c'est notre vie aujourd'hui. L'énergie a tout simplement
façonner notre vie moderne, notre façon de voyager, notre façon de manger, notre façon de s'habiller, notre façon de voler, notre façon de nous laver, notre façon de manger, notre façon de parler, de communiquer. Voilà, ça consomme énormément d'énergie. Où on va-t-on trouver toutes ces énergies? Aujourd'hui, l'être humain a consommé 50% des énergies fossiles que la nature a fait 5 milliards 500 millions pour les faire. Et dans 25 ans, il va consommer le double, et dans 40 ans, il n'y en aura plus. Donc, il faut faire les choses autrement. Voilà, donc la demande et la consommation mondiale en énergie a explosé. Et double tous les 25 ans. Voilà, le pétrole, le gaz, etc. Et puis, on va aller vers l'extinction. Voilà, c'est le graphique. C'est un graphique qui est évidemment de l'agence de l'énergie, et puis la British Petroleum, et puis ExxonMobil. Qu'est-ce que vous voyez ici? Ce qu'on a découvert au niveau du pétrole, ce qu'on va découvrir, la production et la demande. Si vous dites le mieux, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus parce qu'on ne découvre pas grand-chose, on ne produit pas grand-chose dans l'avenir. Donc, c'est clair. Dans 41 ans, il n'y aura plus de pétrole. Dans 63 ans, il n'y aura plus de gaz. Et dans 200 ans environ, il n'y aura plus de charbon. Il n'y aura plus d'énergie fossile. Donc, il faut développer les énergies. Il n'y a pas que ça. Toutes les ressources naturelles sont en cours d'extinction. Nous, on s'intéresse beaucoup au pétrole, mais la même chose. Il n'y aura plus de nickel en 2048, c'est un matériau très utilisé dans la technologie. Il n'y aura plus de plomb en 2030, il n'y aura plus, et puis j'en suis sûr, si ça continue comme ça, il n'y aura pas de couscous dans 20 ans. C'est sûr, il n'y aura pas de couscous. Oui, c'est la même chose. Le couscous, c'est l'énergie. Et sans énergie, il ne faut pas de couscous. Voilà, c'est comme ça. Donc l'être humain, il est en train, et j'en passe, le prix, c'est un autre problème de la chose. Donc il y a toujours une demande excessive en matière d'énergie, ça continue, ce sont les derniers graphes que j'ai recueillis de l'agence de l'énergie. Donc il y a une augmentation, les prévisions, on va encore aller demander beaucoup plus, il faut les retrouver, il faut les trouver. Et puis il y a une relation, j'ai trouvé cette diapo très intéressante, ce que vous voyez ici. Vous voyez, sur ce qu'on a appelé en Occident les 30 glorieuses années, il y a une relation directe entre la consommation d'énergie et le PIB, produit intérieur brut. Pourquoi aujourd'hui en Occident on parle de crise? Non, il n'y a pas de crise. Il n'y aura plus de croissance en Occident. Il n'y en aura plus. Parce que le PIB est directement lié à la quantité de pétrole, et je dirais d'énergie, injectée dans la machine de production. Il n'y a pas assez de pétrole. Il n'y aura plus de croissance en Occident. Tous les gens viennent, ils disent, voilà, on a vu, on parle beaucoup de la France, et Sarkozy est venu, Hollande il est venu, il a changé, il n'a rien changé, il ne peut rien changer. Il va encore à la faillite. La faillite de Chypre, la faillite de la Grèce, la faillite de l'Espagne, la faillite du Portugal, la faillite de l'Italie, la faillite de la France. L'Angleterre est un peu épargnée parce qu'elle est dans un système autre, un peu lié aux États-Unis, plus ou moins, mais il y aura plus de croissance. Pourquoi? Parce qu'on voit ici, cette partie-là, je ne vais pas vous présenter la suite. Et puis le troisième grand défi, c'est la démographie. La démographie. Malheureusement, ça se passe chez nous, CSM. Ça se passe chez nous, tout ça. Ça ne se passe pas en Europe, ça se passe chez nous en Afrique. Voilà. Cette courbe est très célèbre. Est très très célèbre. Regardez, en 1800, nous étions 1 milliard. Il a fallu 10 000 générations. 250 000 ans. Regardez, on est passé à 3 milliards, à 3 milliards en l'espace de 200 ans, et puis de 1960 à 2000, on a doublé. On a doublé, et on va être tout simplement 9 milliards en 2050 et 12 milliards en 2100. C'est quoi 40 ans? 40 ans, c'est rien dans l'échelle géologique, c'est demain. À l'échelle humaine, on va dire 110 ans, mais c'est rien. C'est une poussière. À l'échelle humaine, on ne perçoit pas les changements, mais à l'échelle géologique, les changements sont immenses. C'est le climat qui le dit. Aujourd'hui, on le sait. Et à partir de là, les migrants, ils sont partout, tous les jours on en parle, les migrants, parce que c'est une nécessité. Et puis, il y a beaucoup d'associations racistes en Occident. Si vous voyagez un peu, vous le sentez. Il y a en France une association qui s'appelle Casse-toi, mon pote. Un peu, vous connaissez, c'est un racisme en France qui dit « touche pas à mon pote », c'est un peu en anglais français, « touche pas à mon voisin ». Là, on dit « casse-toi, mon pote », ça veut dire « casse-toi », ça veut dire « sire ». Sinon, on va tout casser. Voilà, c'est le bras, ça c'est quelque chose de réel. « Casse-toi, mon pote », c'est ça l'Occident aujourd'hui. Et puis, il est venu le concept du développement durable. Je n'ai pas développé tout ça parce que ce n'est pas l'objet. C'est pour cela que je parle d'une conférence plénière. Le concept du développement durable a été posé la première fois en 1987 par cette fameuse dame,
C'est une dame extraordinaire, elle s'appelle Madame Brown. Elle était à la tête d'une commission qui a été formée par l'ex-secrétaire général des Nations Unies, qui s'appelle M. Javier Pérez de Cuellar, que tu n'étais pas encore né, moi je suis un peu vieux, je connais. Donc cette commission, au bout de 5 ans, elle a sorti un rapport qui est très connu aujourd'hui, qui s'appelle Our Common Future, notre futur commun. Et c'est là qu'on a jeté les bases et les grands jalons du développement durable que je vais essayer de survoler dans le reste de mon exposé. Donc, la définition, c'est toujours en anglais. En anglais, on est obligé. Si vous ne parlez pas anglais, vous êtes à 3 quarts aveugle, vous ne voyez pas grand-chose dans la vie. Voilà. Et si vous ne parlez que arabe, je suis désolé, vous allez voir que le 1/5, ce qui se passe à côté de vous. Pourquoi c'est comme des lunettes? Je suis désolé, mais c'est comme ça. Normalement, à l'université, on doit parler anglais couramment. Couramment. Et sans anglais, on ne peut pas voir partout. Regardez aujourd'hui, tout vient des États-Unis. Tout vient made in USA. Google, c'est quoi? C'est made in USA. Internet, International Network, c'est américain. Yahoo, c'est made in USA. Facebook, Link, all is made in USA. Tout made in USA. C'est pas compliqué. Si vous ne parlez pas anglais, vous n'avez pas accès à la connaissance. Tout simplement. Vous pouvez le constater. Moi, je travaille dans ce côté-là, ce sujet-là, depuis 20 ans. J'ai commencé à zéro, mais j'ai énormément appris à travers la littérature anglo-saxonne. 90% de la littérature anglo-saxonne parle de ça. Et je fais sortir beaucoup de diapos, toutes faites professionnelles, de grands profs américains. Vous ne trouvez jamais quelque chose en français. Ça, c'est l'esprit français. On est très égoïste, on croit qu'on maîtrise le monde, on ne maîtrise rien. Nous, les Marocains, on est intoxiqués. Moi, je suis prof, je suis à l'université. Avec tous mes respects à mes collègues profs, entre guillemets. Ils savent même pas faire un petit slide. Ça, c'est professionnel. Aux États-Unis, c'est comme ça qu'on fait les slides. On ne fait pas autrement, sinon vous n'êtes pas prof. Sinon, vous êtes smasré. C'est pas ça qu'il faut prendre des choses, il les vend. On ne prend pas, on ne fait pas tout plagiat, on va dire non, il faut construire. Il faut construire autre chose, et j'en passe. Donc, cette définition, ça veut dire développement qui répond aux besoins du présent, ça veut dire aujourd'hui, nous et notre biodiversité, sans compromettre la capacité de génération future à répondre aux leurs. On peut faire des dissertations là-dessus. Ça veut dire, tout simplement, qu'il faut mettre en place, et je passe, le développement durable, croissance économique, évolution quantitative, et j'en passe, je pense que vous êtes déjà fatigués. Donc le développement durable est tout simplement un équilibre à trouver entre ce qu'on appelle tout simplement l'économie, sans tuer le social, les êtres humains qui fabriquent cette économie, et le tout qui vit grâce à l'environnement, l'écosystème. Si on va tuer notre planète, on ne va pas faire d'économie, et on va faire moins de vie, on va se faire tuer tout simplement. Donc, il faut trouver un compromis entre l'économie, le social et l'environnement. C'est un impératif qu'il faut atteindre. C'est pas évident, c'est un grand morceau. Aujourd'hui, l'un des, je dirais, des points faibles du développement durable, c'est que c'est un grand morceau qu'on a jeté d'un seul coup, et tout le monde était d'accord au bout de 20 ans, on s'est rendu compte, on n'a pas encore bien regardé un certain nombre de... C'est très complexe. Regardez, là j'ai fait tout ça. Nous, pourquoi on s'inquiète? Parce qu'il fait chaud, on sent la chaleur, et puis on est inondé, on voit l'eau venir, il nous envahit, et puis on voit qu'on n'a pas quoi manger. Mais les arbres ne parlent pas, la mer ne parle pas, les nappes phréatiques ne parlent pas, il faut les faire parler. Et tout ça, évidemment, maintenant, au niveau des Nations Unies, on a créé un groupe d'experts, analogue à celui du GIEC, qui s'occupe de la biodiversité, qui va sortir tous les 5 ans des rapports. Et puis évidemment, ça c'est ce qu'on appelle le tétraèdre. Tout cela ne peut pas se faire très vite. En 1992, le sommet de la Terre est sorti avec des recommandations, 2500 recommandations, avec ce qu'on appelle le contrat cadre des Nations Unies sur le climat, qui a donné le GIEC. On a sorti la Convention 4 sur la forêt, qui n'a pas encore vu le jour, et la Convention 4 sur la biodiversité, qui a vu le jour, ça fait environ 2 ans. Et puis, on a sorti ce qu'on appelle l'agenda 21, 21st Agenda. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, et 2500 recommandations. Ça, c'était le petit indice, grand indice du développement durable. Aujourd'hui, nous sommes dans l'économie verte. Et j'en passe. Et puis, la responsabilité sociétale des organisations qui avaient le jour en 2010. Vous êtes un peu au courant, il y a une norme qui est aujourd'hui qui s'appelle la responsabilité sociétale des organisations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
la responsabilité, donc tout le monde est concerné, et l'université, et l'usine, et le flah, et le vendeur de poissons, le vendeur ambulant, tout le monde est concerné. Voilà. Nous, à l'université, nous sommes complètement out. Ce sont des choses qui s'enseignent dans toutes les écoles dignes de ce nom dans le monde. Malheureusement, on a une grande inertie. Une grande inertie, on n'avance pas. Et on passe. Les premiers indicateurs qui ont été développés par le PNUE pour mesurer, évidemment, lorsqu'on développe des concepts, il faut mesurer, donc développer ce qu'on appelle des indicateurs. Le premier indicateur, parce qu'on va parler de l'environnement, on a défini ce qu'on appelle l'empreinte écologique. C'est quoi l'empreinte écologique? Vous dites l'empreinte. L'empreinte écologique, c'est tout simplement la pression que met l'être humain sur notre planète. En d'autres termes, c'est le nombre d'hectares qu'utilise une personne pour subvenir à ses besoins pour vivre. Ça veut dire quoi? Voyager, se laver, faire ses études, illuminer sa maison, nager, acheter des vêtements, etc., etc., etc. L'Américain aujourd'hui a besoin de 11 hectares pour subvenir à ses besoins. Nous, au Maroc, on a besoin de 0,2. Donc si on fait le compte, je vais dire par là-bas, si tout le monde va vivre comme des Américains, il nous faut 11 planètes. On a une seule, on n'a pas 11. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, voilà, c'est ce que je viens de développer. Je vous permets. Voilà, ça c'est un graphe qui est sorti du WWO. C'est ce qu'on appelle l'association internationale sauvage. Donc, si vous regardez ici, on a 1,9 hectares par habitant. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait? La planète englobe 11 milliards 400 millions d'hectares de terres susceptibles de produire ce qu'on appelle des services écosystémiques. Ça veut dire la nourriture, de l'eau, des arbres, du pétrole, tout ça. Et on a 1,9 hectares par habitant. Aujourd'hui, nous sommes à 2,3. Nous sommes déjà au-dessus. Mais il y a une grande disparité. Regardez les États-Unis. L'Américain utilise 10 hectares par habitant. Où on va trouver ça? On va le trouver dans des pays comme le nôtre. Regardez une aberration, la Hollande. La Hollande est un petit pays qui fait 41 000 km² sans quasiment zone. Les Hollandais utilisent 15 fois plus leur surface pour se venir à leurs besoins et leur mode de vie. Les Hollandais vivent à peu près comme les Canadiens. Ils ont une empreinte écologique de l'ordre de 6 ou 7 hectares, pas loin des Américains. Ceux qui consomment le plus, ce sont les Américains du Nord, les Américains, proprement dit les États-Unis d'Amérique, le Canada et l'Australie. C'est le même modèle. Voilà. Donc si les 6,5 milliards d'habitants de la Terre vivent comme les Occidentaux, il nous faut 3 planètes, les Occidentaux, la France, l'Allemagne, etc., etc. Mais puis si on vit comme les Américains, tout simplement, il nous faut 5 planètes. Ça, on ne tenant pas compte d'un facteur fondamental aujourd'hui qu'on connaît. Et 20% de la population mondiale consomme 86% évidemment des richesses. Et les 20 les plus pauvres ne consomment que 1%. On fait partie des 1%. Voilà. Donc si on tient compte de ce qu'on appelle les polluants et la charge en carbone, on n'a pas tenu compte, il nous faut 11 planètes. Voilà. Et on a une seule, on n'en a pas 4, on n'en a pas 5. Le bon Dieu a donné une seule, il n'y en a pas d'autre. Et il n'y en aura pas un deuxième tour, il n'y en aura pas un autre match. Comme disent, c'est... Voilà, ça c'est une pelle, vous la connaissez. La pelle a beaucoup évolué, il est devenu plus grand, il est devenu encore plus grand. Aujourd'hui, nous avons des machines comme ça, qui terrassent 76 500 mètres cubes par jour. Avec ces machines-là, on est rentré en collision avec notre planète. Nos technologies dépassent les capacités de notre planète. On ne peut plus continuer avec ainsi. Notre planète ne peut pas nous supporter. Pourquoi? Parce que nous vivons au-dessus de nos moyens. C'est comme si vous vivez au-dessus de vos moyens, vous allez faire des crédits, vous n'avez pas d'argent, 2 années plus tard, vous êtes à Okasha. C'est inévitable. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, en bref, 2014 aujourd'hui, après Rio plus 20, l'état de notre planète est catastrophique. Les problèmes communs sont toujours persistants. On parle de nouveaux concepts qu'on appelle l'économie verte, la transition énergétique. On parle des villes durables, on parle des smart cities. Là, c'est des villes intelligentes. Une fois, quelqu'un qui est venu parler ici des villes durables, je ne sais pas, j'ai vu ça quelque part. Villes durables. C'est un des thèmes qu'on développe aujourd'hui. C'est quoi des villes durables, smart cities? C'est des villes où tout est numérisé. Par exemple, aujourd'hui, je donne un exemple. Si vous êtes dans l'aéroport Charles de Gaulle Étoile, vous avez un souterrain, vous avez des parkings, c'est moins d'eux. Et puis vous avez des milliers de voitures. Si jamais vous ne vous rappelez pas de votre place, ce qui est souvent le cas si on n'est pas habitué à stationner dans ces parkings, c'est immense.
Vous pouvez tout de suite revoir votre voiture. Vous mettez votre numéro, vous dites tiens, c'est le A1C-2. Sinon, vous allez rester 48 000 ans, vous ne retrouvez jamais de votre voiture. La même chose, dans des grandes parties de Londres, avant de rentrer, aujourd'hui, toutes les voitures, ils sont connectés, vous avez des informations, vous allez savoir exactement où vous pouvez stationner le long de Place Ville, à côté de Buckingham Palace, à côté de Central Park, vous avez tout. Ça, c'est des villes tout simplement durables. On parle aussi durable, c'est quoi? C'est l'énergie, parce que ce sont les villes qui consomment le plus d'énergie en Occident. Les bâtiments, on a développé des normes aujourd'hui, par exemple en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, on parle des bâtiments basse consommation. Ça consomme 3 fois moins que les bâtiments utilisés usuellement. Tous les bâtiments sont complètement isolés. Donc, moyennant à peu près 70 € par mois, vous chauffez tout votre... Je parle pas d'un appartement, d'un pavillon. Donc, et l'État vous aide, et vous donne des crédits à 0% sur 15 ans. Pourquoi? Parce que c'est un État responsable. Vous imaginez ça chez nous? Un jour, l'État il vous dit voilà, je vais vous donner de l'argent. On peut un jour arriver là. J'espère. Voilà, donc les problèmes sont toujours là. Et je vais terminer. Il faut réagir. Sinon, vous êtes face à une machine comme celle-là. Une machine comme celle-là ne fait pas de cadeau. Comme disait un grand spécialiste du changement climatique, M. Christian Bouteau, il faut penser le changement ou changer le pansement. Si vous changez le pansement, vous êtes blessé. Et pour changer le pansement en permanence, vous allez payer très cher. M. Randi, un grand sage qui a marqué son histoire par ce qu'on appelle la non-violence, et ils disent tout simplement, ils parlaient de développement durable, ça fait 70-80 ans. Ils disent vivre simplement pour que tous les autres puissent tout simplement vivre. Voilà, j'ai remis cette belle photo. Puis cet Exupéry nous dit, nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, nous allons la léguer à nos enfants. Et puis l'autre, les Indiens, nous disent que nous appartenons à la terre, c'est pas la terre qui nous appartient. Et ce monsieur, vous connaissez, non? C'est notre ancêtre, comme dit David, là. Il est très inquiet pour nous. Ouais, il dit la terre n'est pas rechargeable. Et il n'y aura pas de recharge. Il faut la respecter, c'est vital. Voilà. N'est-ce pas? Il est très inquiet pour nous. C'est Mohamed. Il est très inquiet pour nous, ça. Là. Selon Darwin. Il faut évidemment respecter notre planète. Si vous ne la respectez pas. Et puis, je vais terminer en vous remerciant de votre attention. Et si je vous ai fatigué, j'espère que je vous ai apporté du niveau et j'étais utile dans mon speech. Et merci. واقعي و لي بوان سور ايزي انا كان الاستاذ خدا ساعه وربع حنا يمكن ناخذ واحد السويعه هذا غادي الا جانا خاطركم غادي نديروا جوج ديال اللوائح. اللائحه الاولى يكون فيها 10 ديال المتدخلين وبعد ذلك الاستاذ المحاضر يجيب على 10 ديال التساؤلات الاولى وبعد ذلك نتابع الجلسه بجلسه ثانيه واخيره. اللي بغى يتفضل يطرح الاسئله بالفرنسيه مرحبا به، واللي عنده عائق مع اللغه الفرنسيه يمكن له يطرح السؤال ديالو بالعربيه. وي المقارنه معكم انسان مجرد وانتم على بعد تقريبا 20 سنه وانتم كتبقوا هذه المساله هذه. بعض الفرضيات الاخيره تقول باننا notre système on peut le sauver et il est jouable à condition de faire augmenter la température à l'horizon 2100 d'1 degré. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? D'après les dernières conclusions du GIEC. Le GIEC, pour vous informer, le GIEC est un groupe d'experts qui est formé officiellement de 2500 experts dans le climat, les experts les plus éminents dans le monde, et évidemment, il y a une multitude d'experts qui travaillent avec eux, qui décryptent et qui font la compilation de tous les travaux qui se font à l'échelle planétaire. Les conclusions, ils disent d'ici 2100, si on peut faire quelque chose, et ce qui n'est pas évident, si on arrive à limiter à 2 degrés, il y aura déjà de gros dégâts. Personne ne parle de 1 degré. 1 degré, il n'est pas dans les hypothèses les plus optimistes. Il y a 6 modèles, le 6e modèle, rapidement, tout est lié à la quantité de gaz à effet de serre dans notre atmosphère.
Et puis on parle du RC 6,8, c'est la quantité. Donc on fait des hypothèses, et puis avec le modèle aujourd'hui, qui sont très bien futés, on calcule l'évolution. Les plus optimistes, ils disent si on sait faire et on fera 2 degrés, ça sera l'idéal avec de gros dégâts. De gros dégâts. Personne ne parle de 1 degré. Personne ne parle. Ça, à ma connaissance. Vous serez intéressé. Vous pouvez évidemment me contacter, il n'y a aucun problème. Si je peux vous aider. On a fait beaucoup de choses avec vous et je vous remercie infiniment. J'ai quelques petites questions. Et vous dites pour le développement durable, il faut assurer à manger et à boire. Donc les scientifiques sont divisés, les politiciens voient à moyen terme, les scientifiques à long terme, et il y a des gens qui défendent maintenant les OGM, les organismes génétiquement modifiés. Est-ce que vous êtes pour ou contre pour cette technique pour nourrir la planète? Comme ça, on évite la famine. Et votre avis dans ce sens? Une autre question pour l'eau. J'ai vu tout à fait au début un diagramme sur la disponibilité de l'eau. Diagramme bleu, blanc, rouge. J'ai vu que la plupart des pays, ça rechute. Sauf le Japon, ça reste constant jusqu'à 2050. Je n'arrive pas à comprendre une île, pas beaucoup de réserves, et l'eau est constante. La troisième question, on est sur le même, le Maroc, les pays arabes, sur l'équateur aussi que les États-Unis. On est beaucoup plus frappé par le sécheresse que les États-Unis. La première question, il y a beaucoup de questions. La première question, si vous voulez bien la rappeler. Les OGM. Oui, moi, mon point de vue, on en discutait souvent avec mes amis, avec ces Kbir et tout ça, on savait. Les gens, aujourd'hui, les gens disent souvent, oui, aujourd'hui, on mange beaucoup de saloperies, on mange tout. Mais la science nous dit tout simplement qu'on vit beaucoup plus longtemps. Chaque technologie, chaque science a ses avantages et ses inconvénients. On n'avait rien à manger, on mourrait de misère. La moyenne d'âge aujourd'hui en Afrique, c'est 47 ans. Et c'était 44 ans en 1950 au Maroc. Aujourd'hui, on sort 14 ans. Évidemment, toute nouvelle technologie, toute nouvelle science, elle apporte des biens, elle apporte. Je préfère mourir à 80 ans en mangeant des OGM que mourir à 40 ans en aurait mangé. Moi, je suis pour l'évolution technologique et on ne peut pas le freiner. Et demain, moi j'en suis sûr, un côté qui m'intéresse beaucoup, c'est un peu toujours l'être humain. Aujourd'hui, on travaille, le domaine qui va révolutionner l'être humain, c'est le génie génétique. Aujourd'hui, on est un peu en train de toucher au cœur de la cellule. Demain, j'en suis sûr qu'on va vivre 250 ans, ou 400 ou 500 ans. On n'est pas encore arrivé à ne pas mourir, mais on va vivre 250 ans, 300, 400, 500. On a les cellules souches aujourd'hui, c'est une réalité. Vous avez un cœur qui est malade, un poumon qui est malade, on va vous mettre des souches et qui sont vierges, ils vont pousser comme des poumons neufs. C'est comme la pièce automobile, c'est comme ça. Demain, ça va être ça. Moi, personnellement, la nature, puis, vu que je suis un scientifique, je dis un petit scientifique, toujours et une évolution vers le bon et jamais vers le... Évidemment, il y a le mauvais, et toujours le bon. Le bon. Aujourd'hui, en avion, 2 heures, on est à Paris, et ça fait 60 ans, on faisait 8 mois pour aller à la Mecque. Voilà. Donc, je préfère aller à la Mecque 7 heures que de faire 10 ans et mourir manger. En tout cas, la technologie et le développement sont inévitables. Aujourd'hui, l'être humain est en train d'aller à très grande vitesse et personne ne peut le freiner. On est arrivé à un niveau de technologie où personne ne peut freiner l'être humain. Aujourd'hui, on va aller sur Mars, on va aller sur les galaxies, on va aller à des... Mais moi, personnellement, je préfère développer des OGM que de ne rien avoir. Et si on va avoir des maladies, ça va avec. Tout simplement. Voilà. La deuxième question, c'est le Japon. Le Japon est un pays, il y a beaucoup de montagnes, il y a beaucoup de glace. Il y a beaucoup de glace. Il y a énormément de glace. Et c'est ça qui fait la glace, c'est à l'origine de l'eau qu'on boit en général, et puis ça va alimenter les nappes phréatiques. Nous ne sommes pas sur l'équateur, le Maroc. Les États-Unis ne sont pas sur l'équateur, non. C'est l'Amérique du Sud, il y a le Brésil, le Mexique, qui sont sur l'équateur avec le Gabon. C'est là où il y a toute la forêt vierge.
la forêt qui est la même, qu'on la voit, je peux vous montrer des photos. On n'est pas sur la même, je dirais, parallèle, on n'est pas sur la même parallèle, très très loin de là. N'est-ce pas, Sichbert? On n'est pas sur l'équateur, on est très loin de l'équateur. Non, on est très loin. بالضبط أشكر الأستاذ زياد المحاضرة القيمة اللي جاتنا قنوات اليوم اسمها l'information, je vais d'abord, il faut prendre au sérieux. Je reviens à une question qui est très importante, c'est que dans le passé, ça fait 20 ans, on a fait pas mal de réunions. Par exemple, la réunion de Rio, on a essayé d'établir bien sûr du traité, avec la réunion de Kyoto, donc on a essayé aussi d'établir des réunions pour se mettre d'accord sur des choses, Amsterdam, et pas mal de réunions bien sûr des experts et des décideurs à l'échelle internationale pour bien sûr se mettre d'accord si on peut arrêter bien sûr les émissions de CO2. Bon, ma question que déjà, je dis que c'est déjà un peu tard de réagir. Même si on réagit, ça va être un peu tard. Parce que on émet tellement de CO2 et la couche bien sûr qui est déjà développée bien sûr entre bien sûr l'atmosphère et bien sûr la Terre, qui est déjà quand même épaisse. Donc j'aime bien savoir si vous pouvez nous donner des informations. Est-ce qu'avec la cinétique de disparition de la couche bien sûr de l'effet de serre établie, avec le temps, même si on arrive bien sûr l'émission de CO2, est-ce que ce n'est pas un peu trop tard de réagir? Oui, je le dis, ce n'est jamais trop tard. D'abord, ce n'est jamais trop tard. Deuxièmement, il faut savoir que le climat est une machine dite à une grande inertie. Ça veut dire que, parce qu'on a fait aujourd'hui, ça prend 150, 160 ans. L'exemple concret, ce qu'on a émis aujourd'hui, ils vont séjourner, au niveau de CO2, ils vont séjourner 120 ans. Ce n'est pas nous qui vont le voir, c'est nos enfants. Le deuxième gaz à effet de serre, le méthane, il séjourne 240 ans. L'oxyde, les oxydes nitreux, ils séjournent 600 ans. Et puis le fluorocarboné, 2000 ans. Donc à notre échelle, on ne va pas voir. On dit le climat a une inertie. Et on dit, comme disent les scientifiques, il est non linéaire. Ça veut dire, c'est jamais trop tard, les dégâts sont là, et il faut faire avec, il faut limiter au maximum les dégâts. Et l'être humain, il va s'adapter. Moi, j'en suis persuadé qu'il va s'adapter. Moi, j'ai toujours réfléchi lorsque je vois des choses. Je vois des oiseaux qui plongent et pêchent des poissons. Ça me donne à réfléchir. Le bon Dieu a créé un oiseau pour voler, non pas pour plonger. Pourquoi il a appris à plonger? Parce qu'il était dans des régions où il n'y avait plus à manger. Et puis il a appris à plonger. Ceux qui n'ont pas appris à plonger, ils ont disparu. L'être humain, il va évoluer. Si vous prenez les souris dans le Sahara, ils n'ont pas les mêmes oreilles. C'est la même race. Et ceux qui sont en Europe, ils n'ont pas besoin d'entendre des lois, et ainsi de suite. Moi, je suis persuadé que l'être humain, il va encore continuer à vivre. Il va se transformer, évidemment. Il doit se transformer. Il doit se transformer pour vivre. La nature, lorsqu'elle a été créée, elle a été créée d'une façon, je dirais, très douce. Mais l'être humain a bouleversé un peu notre écosystème. Sur nous, les êtres humains, pourquoi les noirs sont noirs? Vous n'avez jamais posé cette question? Parce que dans l'environnement, il faut qu'ils soient noirs. Pourquoi? Noir a une peau qui est noire. Scientifiquement, ça veut dire qu'ils ont un taux de mélanine qui leur permet d'avoir des pores plus importants. Ils respirent beaucoup plus mieux. Pourquoi les Noirs sont très forts au niveau de l'athlétisme? Parce qu'ils respirent mieux par leur peau. Vous n'avez jamais posé la question. Il n'y a jamais de Noir qui est champion dans une piscine. Il prend une piscine bouchée. Mais aujourd'hui, il y a des Noirs aux États-Unis, on sait l'histoire. Il y a des Noirs en Norvège, il y a des Noirs. Et puis il y a des nous, les Maghrébins, nous sommes dans un climat. Et nous sommes comme ça, c'est pour vivre dans ce climat. Pourquoi? En Afrique, vous avez les cheveux crépus. Parce qu'il y a du soleil. C'est une forme de labyrinthe qui protège. Pourquoi en Suède, nous sommes blancs? Pourquoi? Parce que ça permet de... Parce que nous avons des petits pores et puis nous avons les cheveux qui sont lisses, c'est comme la protection. Vous avez des renards qui ont des grosses fourrures au pôle Nord, et puis ceux qui sont à Viguig, ils n'ont pas de fourrure parce qu'il fait chaud. Et c'est tout. C'est comme ça, la nature, elle est comme ça. On va s'adapter. On va s'adapter. Et comme ça, il faut du temps, évidemment. Si on n'a rien à manger, ouais. Et si on a alors rien à boire, on ne va pas s'adapter. Peut-être que je n'ai pas bien entendu. Oh, je dis alors, si on n'a rien à manger et rien à boire, on ne va pas s'adapter. Il y aura toujours à manger et à boire. Avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on va encore multiplier la productivité à tous les niveaux. Au niveau dès les années 60, en Occident, on a commencé la révolution dite agricole mécanisée
On dit le pain de l'an 2000, l'exponente, 60 le pain de 2000. Ça veut dire on va mettre des pesticides, on va mécaniser, on va multiplier par 5, par 6 le rendement par hectare. Par exemple, aux États-Unis, on fait 2 cultures, on fait 2 fois plus. Aujourd'hui, il y a suffisamment à manger. Et on peut faire encore beaucoup mieux. Évidemment, on a les technologies, on a les moyens. Il n'y a aucun problème à ce débat. Le problème, c'est d'équité. Aujourd'hui, le Brésil jette des milliards de tonnes de café dans les océans pour ne pas faire tomber le cours du café. Aux États-Unis, il y a des milliards et des milliards et des milliards de contenants de maïs qui sont utilisés pour faire du biocarburant. On peut bien nourrir des bouches avec. C'est question de politique et c'est question de volonté internationale. La nourriture, aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on peut toujours faire de la nourriture seulement politiquement. Politiquement, ça ne marche pas. Parler de Kyoto, politiquement, ça ne marche pas. Il y a des pays qui disent, voilà, vous êtes bien enrichis parce que vous avez développé des technologies, vous avez utilisé des énergies dites non renouvelables, vous avez pollué notre atmosphère. Nous, laissez-nous le temps. Nous, on va encore polluer comme vous d'ici 40 ans. C'est ça qui fait que la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres pays, Amérique du Sud, ils ne veulent pas signer, nous avons l'après-Kyoto, on va trouver un compromis. Mais on va arriver le jour, on va être devant le danger, on va arriver. Les pays démocratiques, moi j'ai beaucoup confiance dans les pays démocratiques. Ils se battent, ils discutent, mais ils trouvent toujours un compromis. C'est dans le pays, surtout les Arabes, il y a vraiment un problème. الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. أين نحن منه اليوم؟ قبل أن أعطي الكلمة للأستاذ. Je n'ai aucune idée. Quand on parlait à la télévision, d'ailleurs, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a l'inconscience qui règne dans les établissements universitaires. Et puis, il y a tout. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Il y a l'inconscience, l'incohérence. Et puis, je peux dire beaucoup d'autres choses, mais ça ne sert à absolument rien. Les résultats, ils sont là. إذا بانت معنا لا فائدة. La possibilité de trouver vraiment des alternatives. Aujourd'hui, nous le savons, et ça a été très bien expliqué, preuve à l'appui, que là où nous sommes aujourd'hui, c'est la résultante d'un mode de production capitaliste qui a atteint ses limites par sa production, par sa consommation, par sa logique. Aujourd'hui, nous nous trouvons devant une contradiction principale. L'économique l'emporte sur le politique. Les politiciens sont emprisonnés par le capital. C'est-à-dire, malgré, vous l'avez très bien indiqué, les recommandations de Kyoto sur la limitation du CO2 n'ont pas été entérinées par les États-Unis. Parce que c'était une décision qui allait à l'encontre de l'industrie américaine. Pour le dire clairement, aujourd'hui, je pense que si on n'arrive pas à régler cette question, cette contradiction principale, quel mode de production pour demain, est-ce qu'on va continuer avec ce mode de production? Ils sont en train de se faire et auront lieu. Mais ça prend du temps. On parle aujourd'hui du concept toujours transition. Transition, c'est une économie qui est bâtie depuis 150 ans. On est arrivé là, et puis on commence à se réveiller. On ne va pas tout changer d'un seul coup. Ça fait 30 ans qu'on a commencé vraiment à développer des nouvelles technologies. Par exemple, la voiture est un des grands problèmes. Pourquoi? Parce que elle est à l'origine d'une grosse partie de ce qu'on dégage en CO2 dans l'atmosphère. Aujourd'hui, les Occidentaux travaillent énormément. Depuis 2006, on a commercialisé des voitures dites hybrides. Ça veut dire qu'ils consomment 2 fois moins. Ils ont 2 moteurs, un moteur électrique et un moteur atmosphérique. La première, c'est la firme Toyota Prius. Aujourd'hui, il y a un peu de tout. Et puis par la suite, on a développé les voitures électriques. On n'a pas le choix. Mais on va aller. Il y a des technologies qui sont là. Mais ils ne sont pas économiquement à la portée de tout le monde. Exemple, pourquoi la voiture électrique ne se développe pas? Elle se développe parce qu'il y a un problème de stockage d'énergie. La batterie aujourd'hui coûte 10 millions de centimes, c'est quasiment la voiture. Donc il faut trouver des formules. On est en train de faire d'énormes progrès sur le plan recherche. En 1992, le portable était aussi gros que cette bouteille. On rappelle le premier, aujourd'hui il est tout petit. Et il y a 100 000 fois plus de technologie dedans et d'applications. Et ça va être la même chose pour les batteries. Ça fait 100 ans,
les grands, ils ne pensaient jamais qu'un avion allait voler. Aujourd'hui, on a un avion qui s'appelle le A380, vous mettez dedans 8 personnes. Et puis, il va aller à 13 km au-dessus de notre tête, et puis il fait 10 000 km, 14 000 km sans s'arrêter. Voilà. Et j'en suis persuadé qu'on est en train de changer. C'est pour cela, le développement durable, il y a certains qui disent aujourd'hui, oui, c'est bien, et après 20 ans, c'est un grand morceau. On ne peut pas tout attaquer de ce coup. On parle aujourd'hui de transition. Toujours transition, ça veut dire qu'il faut du temps. Il faut du temps. On ne peut pas tout changer. On peut pas tout changer. Nous, on est habitués à manger tagine, on trouve toujours bien. Pourquoi? Ça fait partie de notre culture et de notre mémoire culinaire. Nos enfants, ils ne connaissent pas tagine, ils connaissent le panini, ils connaissent la pizza, ils connaissent le McDonald's, ils connaissent le ketchup. Il faut des transitions, c'est 2 générations, c'est 50 ans. La technologie, il faut beaucoup plus que ça. D'ici 300, 400 ans, on va dire voilà. Mais nous, à l'échelle humaine, pour nous, c'est... Mais à l'échelle de l'humanité, c'est rien. C'est rien. On voit dans l'histoire, ça fait 3500 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens ont... C'est rien dans l'histoire. On va dire, la Terre, elle est là depuis 6 milliards 400 millions d'années. C'est rien, ça fait beaucoup de chiffres. Hein. Moi, j'en suis persuadé que l'être humain va toujours s'en sortir. Pourquoi? Lorsqu'il se trouve, l'être humain, c'est comme un chat. Tant qu'il est libre, il bouge un peu partout, mais vous commencez à le... Lorsqu'il est coincé, il est devant quelque chose et puis il va vous sauter dessus. C'est comme ça. Il voit le danger, il va y aller. Parce que ça va de sa survie. Et heureusement, il y a des pays démocratiques où l'électeur a un poids. Ça fait 40 ans, personne ne parlait du développement durable. C'est pas parce que les hommes politiques sont idiots, non. Les hommes politiques sont très intelligents. Mais il évitait de parler de la problématique. Pourquoi? Parce que s'ils admettaient que la problématique existe, ils seraient dans l'obligation d'opérer des changements radicaux. اسم الحضور الكريم كنشكروا الاستاذ زيان وفعلا 33 عام ديال الحرفه كنظن بان بكل صدق هذه من اسعد اللحظات اللي دوزتها في الحياه ديالي الجامعيه والشكر موصول للاستاذ زيان والله يخليه ديما زين ومع التطلع دائما نحو الافضل.